Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Autopsie littéraire, le podcast où on dissèque des romans. Aujourd'hui, on va parler de science-fiction, on va parler d'intelligence et on va parler de souris. On va parler du roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Et pour cela, je suis accompagnée de Marie. Bonjour. Et de Bastien. Salut. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, enfin l'un de vous deux peut m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce roman ? C'est Bastien qui a choisi. Ouais, c'est moi qui ai choisi parce que je savais que Marie... Je voulais inviter Marie et je savais que c'était un livre qu'elle adorait. Oh, c'est mon livre préféré. C'est bien, tu me connais bien. Voilà. Donc c'était juste pour me faire plaisir. Et que j'ai bien C'est parce que je l'ai bien aimé aussi. Ah. Bon, du coup, vous l'aviez tous les deux déjà lu avant, Oui. et vous l'avez relu pour le podcast. Ouais. Moi, c'était une découverte, du coup, je connaissais pas du tout. Ouais. Et on peut spoiler tout de suite, c'était une très bonne découverte. Ça t'a plu, beaucoup. Ça m'a beaucoup plu. Juste un petit mot de contexte sur Daniel Keyes. Donc, c'est un écrivain américain qui est né en 1927 à Brooklyn et qui est mort en 2014. Ça a été un enseignant et il a travaillé aussi comme éditeur et il a travaillé notamment en tant qu'enseignant pour des enfants et des adultes handicapés, ce qui se sent vraiment dans le livre. Et il a publié son roman dans un contexte un peu particulier parce que dans les années 50-60, c'était un moment où il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur l'intelligence humaine, des expériences sur le cerveau, etc. Et on voit bien à quel point ça a impacté son roman et ça a soulevé beaucoup de questionnements éthiques. Questions sur lesquelles il a apporté son point de vue, du coup. On en a lobotomisé des gens à cette époque. Hein. Non, surtout que... Alors, si je dis pas de bêtises, je pense que l'avènement un peu des neuroleptiques, c'était dans les années 50. Hein. Oui, il me semble que c'était un peu pareil. Donc, lui, quand même, il y a une... Quand même, sur tout ce qui va être, à l'époque, les retardés mentaux, oui, au bout d'un moment, ils étaient neuroleptisés, donc quand même... Ouais, puis il y avait pas un... C'est un peu les asiles. Ouais, il y avait aussi un amalgame entre les arriérés mentaux, ce qu'on appelait la démence précoce, qui est la schizophrénie actuellement. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a eu les premiers concepts qui sont apparus à cette époque-là, de mémoire. Et d'autant plus c'est intéressant parce que c'est une vision de la société qui est différente. Et oui, qui n'est pas la même que celle de maintenant. Exact. Et en même temps, qui aussi apporte un regard qu'on n'a pas, nous, sur la société. Du fait des caractéristiques du personnage principal. Voilà. Est-ce que l'un de vous veut résumer le roman en quelques lignes ? C'est dur. Tu veux le faire ? Ouais, vas-y. J'essaye. C'est l'histoire de Charlie, qui a de mémoire une trentaine d'années, je crois qu'il a 32 ou 33 32 ans. Voilà. 32 ans. Et en fait, c'est lui le personnage principal, c'est lui qu'on suit du début jusqu'à la fin du livre, parce que c'est un homme qui a un déficit cognitif avec un QI, je crois qu'il est autour de 68. Voilà, pile le cut-off. Et en fait, il est choisi pour être le sujet d'une étude médicale avec un abord chirurgical au niveau de son cerveau pour améliorer ses capacités cognitives. Voilà. Et en fait, on le suit tout au long de l'étude, en fait. Soit on le connaît avant, on le connaît au moment de l'opération, et après on le voit évoluer. Et en fait, c'est le deuxième à subir l'opération, parce que du coup, Algernon... Alors toi, tu dis Algernon. Ah oui. Ouais, moi je dis Algernon. Gros débat. Voilà, ça a été un gros débat qu'on a eu avec Bastien, et lui, il me disait non, c'est pas Algernon, moi je disais Algernon. Moi je dis Algernon aussi. Donc on peut dire ce qu'on veut, ok. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On peut dire Alger, Alger et non ou non. Donc en fait, il y a 4 possibilités, c'est impossible. Algernon, ouais. Moi je me suis dit qu'à l'américaine c'était genre Flowers for Algernon, tu vois. Sûrement. C'est vrai que Moi je viens du terme profond, alors tu sais, c'est Algernon. Voilà. Et du coup, c'est la souris qui a subi en première intervention et qui a amélioré ses capacités cognitives. Voilà. Globalement, c'est ça, sans spoiler. Voilà. Donc si jamais vous voulez absolument lire ce roman, c'est le moment de s'arrêter. Il faut partir. Au bout de 4 minutes de podcast, allez-y, lisez ce roman et revenez après. Est-ce que tu veux commencer un peu sur la scène d'ouverture ? Ce qui se passe au tout début du roman. Bastien. Ok. Bon, en gros, au tout début du roman, en fait, on a les premiers comptes rendus de Charlie Gordon. Ah oui, parce qu'il faut expliquer comment c'est rédigé. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est sous forme de... Comment dire, de compte rendu de... C'est comme un journal intime. Comme un journal intime, en fait, ouais. Avec le côté un peu scientifique de compte rendu, vu que c'est les professeurs qui lui demandent de faire ça pour voir ses capacités tout au long du roman. Donc en fait, ça commence avec... le premier truc qui choque, c'est qu'il y a énormément de fautes. Par exemple, compte rendu numéro 1, c'est noté CONTE RANDU.
vraiment compte Moi, rendu. je vois pas où sont les fautes. J'écris pareil. Donc voilà, et en fait on retrouve Charlie en fait qui commence à suivre les premiers tests pour voir à mon avis s'il est éligible à l'expérience en fait. Ouais, et puis pour donner un niveau de base aussi, Voilà. pour pouvoir mesurer, c'est un peu Mhm. c'est un peu le témoin, quoi. Il est son propre témoin, c'est son finalement. état de base. Voilà, exactement. On voit qu'il explique un peu sa vie. En fait, il travaille dans une boulangerie, la boulangerie de Monsieur Donner, où il est un peu homme à tout faire. Il prend des cours dans une école pour adultes attardés, je cite, où elle voit sa professeure, Miss Kinyan, et il dit qu'il y va souvent. Et en fait, c'est là-bas qu'il apprend à lire et à écrire. C'est encore laborieux. On voit au tout début des comptes rendus que... Il arrive à écrire, mais volontaire. il y a énormément de fautes à la fois d'orthographe, de style, de grammaire. Enfin, il y a toutes les fautes possibles. Il y a des mots qui sont mélangés. Est-ce que je peux faire une aparté parce que j'ai bien travaillé et j'ai fait une moyenne. J'ai fait des moyennes. Alors, sur les comptes rendus avant chirurgie, j'ai essayé de faire une moyenne du pourcentage de fautes qu'il faisait. On était à 26% de fautes sur les phrases. Par mot, Ah oui. par mot. Non, par phrase. Par phrase, ok. C'est-à-dire que pour 10 mots, il faisait 2,6 mots faux. Mais que d'orthographe, pas de syntaxe. Exact. Et à J3 post-op, on était à environ 6%. Ah ouais, Donc, ça s'améliore super vite. Oui, alors on dirait pas, parce que franchement, ça fait un peu mal aux yeux. Ouais. Mais vraiment, déjà à J3, on a quand même vachement moins de fautes. Et alors, le premier jour où j'ai pas relevé de fautes, ça m'a pris un peu de temps, mais c'était le 31 mars. Oui, parce qu'il met la date à chaque fois, il faut le dire. Ça commence au 3 mars. Ça commence au 3 mars et ça finit en novembre, je crois. Je me suis noté. Ouais, 21 novembre, c'est le dernier compte rendu. Donc 8 mois. 8 mois de bouquin. et du coup, il fait plus du tout de fautes à J20 post-op, donc le 31 mars. C'est le premier compte rendu sans faute. Et avant la chirurgie, alors il y a un jour où il met une virgule, mais je crois que c'est une erreur de frappe de l'éditeur parce qu'en fait, il commence à apprendre par exemple les virgules le 6 avril. Donc, et c'est à quel compte rendu? T'as la page pour que je vois si c'est pareil sur mon différent. Alors c'est à J3, à J3 il y a une virgule, j'ai vu. Donc compte rendu numéro 3. Exact. J'ai vu aussi que tu avais corrigé dans le livre, il y a 2 fois le 6 mars et oui, t'avais corrigé. J'ai corrigé. Mais je suis sûr que en fait c'est fait exprès. Je pense pas. Si, je pense. Et je peux pas m'empêcher de corriger. Si, il y a 2 fois le 6 mars, moi aussi. Oui, mais compte ça, rendu numéro 4 et compte rendu numéro 5. Mais Marie l'a Moi je corrigé l'ai corrigé, je peux pas m'empêcher. Ça, j'ai pas du tout de rigidité. Non, vraiment très très souple, y a pas de problème. Tout va bien. Pour vous donner une petite idée, ça fait j'ai passé encore des tests bêtes aujourd'hui. Nous avons j'ai passé, donc GAI, tout attaché. Encore sans le E, bête avec un accent grave, mais à la limite c'est peut-être pas le pire. Aujourd'hui, OJOURDUI. Ouais, c'est vraiment, il y a des grosses fautes. Mais après, alors, en plus des fautes d'orthographe, on voit très bien qu'il comprend pas le monde qui entoure aussi. C'est plus profond que ça, quoi. Oui. C'est plus profond que vraiment un problème d'orthographe. Il n'est pas dyslexique, quoi. Il a vraiment un problème. Il n'y a pas d'élaboration, tu vois. Quand tu vas écrire, toi, tu vas réfléchir à comment coucher ta pensée sur le papier. Et lui, il écrit comme il parlerait, en fait. Comme il parlerait, il entend des mots, certains mots qu'il le met en plusieurs mots, lui. Ça se voit qu'en fait, il comprend pas ce qu'il entend et ce qu'il entoure. Exactement. Et je trouve qu'on le voit aussi beaucoup sur les relations humaines. Notamment, à plusieurs moments, il décrit des choses qui se sont passées avec ses collègues de travail. Et en fait, on voit bien que ça... Il y a quelque chose qui comprend pas comme tout le monde. J'ai trouvé... En fait, c'est pas à J3, troisième jour, c'est à J3 post-op. Ah, je l'ai là. Du coup, m'a opéré virgule. Je savais que j'avais trouvé la virgule. Du coup, c'est le 20 mars. Ouais. Et en fait, il y a une virgule perdue là, alors qu'en fait, il apprend à les utiliser en avril. Il fait un compte-rendu avec que des virgules à un moment. Oui, qu'il y en a tellement qu'elles n'ont aucun sens. La syntaxe, c'est génial. Enfin, j'ai adoré ça dans ce livre parce que, au-delà du récit qui est chouette et on suit bien ce qui se passe dans la tête de Charlie, c'est que factuellement, on a les écrits qui transpirent les capacités cognitives ou non. C'est-à-dire, on sent à travers... C'est un reflet de son âme. C'est vraiment un joli travail d'écriture. Parce que c'est bien fait. Ouais, c'est un vrai effort intellectuel de Daniel Case de se mettre sur quelque chose... Surtout, il y a le début où il écrit très mal, et après, quand il devient très intelligent, ça se voit qu'il écrit très très bien aussi. Oui. Mieux que pourrait écrire l'écrivain. Bon, même si c'est lui qui l'a écrit, mais ça se voit qu'il y a vraiment une recherche des tournures de phrases, des mots utilisés qui est hyper complexe. Oui, bon, moi j'ai pas trouvé la virgule. Ouais, je pense que c'est mon édition. Et
Et oui, sur les relations sociales, moi j'ai vu, enfin, je pense notamment, alors je crois que c'est avant l'opération, où il va avec des amis, enfin avec ses collègues là au bar. Ouais, mais j'ai pas décrit ses collègues. En fait, il travaille à la boulangerie de Monsieur Donners, et là-bas, il a 4 collègues. Il a Joe, il a Frank, qui sont un peu ses souffres-douleurs. Enfin, non, c'est l'inverse. Dont il est souffre-douleur, pardon. Il y a un vieux qui boite qui s'appelle Gimpy. Et après, il y a une femme qui vend le pain, celle qui a l'accueil, je sais plus comment elle s'appelle, Fanny, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est Fanny. C'est ça. Qui est assez bienveillante avec lui. Oui, qui est très gentille avec elle. Mais plus une figure maternelle. Au début, il le comprend pas du tout d'ailleurs, parce qu'il comprend pas pourquoi elle demande aux autres d'arrêter de lui parler, alors que lui, il est content qu'on lui parle, quoi. Je suis désolée pour le bruit, c'est le chat qui apprécie les notes de Bastien. Et après, il se fait approcher, il va à l'hôpital pour rencontrer les professeurs. Il suit les cours d'adultes du soir là, de Miss Kinyan. Et elle est à l'université, là, je sais plus quel est le collège Beekman. Ouais. Et en fait, là c'est là qu'il y a, je pense qu'il y a une fac de médecine. Et du coup, il y a le professeur Nemur, qui est le neurochirurgien, et le docteur Strauss, qui est le psychiatre. Qui est psychiatre. Mais ça, on le comprend un peu plus tard, parce que comme c'est Charlie qui le raconte, disons qu'on découvre en même temps que lui, il le comprend. Oui. Et comme il comprend pas tout au même moment, bon, c'est un peu flou parfois. Mais bon, on comprend que c'est eux qui sont intéressés pour chercher un adulte qui aurait des capacités cognitives un peu faibles. Alors, on comprend au début qu'ils doutent un peu sur le profil. Il y a les pour et les contre de prendre un adulte avec un QI faible ou un QI dit normal, enfin au-dessus de 69. Et finalement, comme il y a Miss Kinyan qui le recommande fortement et qui dit qu'il est très investi... C'est ça, en fait. Il est choisi parce qu'il a toujours voulu bien faire et il s'est toujours donné à fond dans ses études, même si on voit très bien qu'il y a des gros problèmes. Et qu'il a un bon fond, il est répété à plusieurs fois qu'il est très gentil, qu'il essaie toujours de nouer du contact humain, et du coup ça fait que c'est pour ça qu'il a été choisi plutôt qu'un autre qui aurait été dit plus agressif. Et on comprend qu'au début finalement le psychiatre a l'air plutôt en faveur de ce choix, et que le neurochirurgien il a quand même pas mal de réserves en se disant bon, j'espère que ça va pas faire foirer l'histoire. Exactement. Et du coup, on apprend assez vite qu'ils ont tenté l'opération sur une souris et que cette souris est devenue très intelligente. Algernon, et comme on veut. Et on la découvre parce que Charlie fait plusieurs tests, notamment sur un passage de labyrinthe. Et elle le bat au labyrinthe. Et du coup, il essaie de... Plein de fois d'affilée, Il essaie de battre Algernon sur le labyrinthe. Elle est trop forte. C'est la première à avoir eu du coup l'opération. Et pour qui c'est resté dans le temps. Non, il y en a eu d'autres. C'est ça, il y a eu d'autres opérations avant, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Elle reste vraiment dans le temps et elle a eu beaucoup plus de capacités intellectuelles que les autres souris sur qui l'opération avait été testée. C'est un peu rapide, je trouve, en termes d'études, tester sur une souris et ensuite sur les tests pratiques. C'est pour ça que c'est de la science-fiction. Parce que bon, moi, j'avais mis un truc sur la rencontre avec Algernon. C'est que la première rencontre, c'était le 6 mars. Donc, un petit peu avant... Le compte rendu 4. Voilà, exact. Page 12 pour notre édition. Je me suis mis pour retrouver. Et du coup, il la rencontre et finalement, en fait, il est un peu au premier plan dans la relation qu'ils ont parce que finalement, ça va être une relation duel à la fin. Ça va être lui et la souris. Et c'est un peu la compétitivité. Alors, ça m'a fait rire parce que ça fait un peu enfant, quoi. Et c'est mignon. Mais c'est vrai qu'il a un peu des difficultés à s'individuer parce qu'il va dire en fait, il donne des affects humains à la souris en disant, voilà, elle me bat, mais il y a cette espèce de rivalité, on dirait un frère face à son frère ou sa sœur qui sont en compétitivité, quoi. Et ça m'a fait vachement rire. Et en fait, on voit que d'où ça part, on voit où ça va évoluer parce que à la fin, il commence à avoir de l'affection pour elle. Enfin, même au début, en fait. Mais c'est ça, très rapidement, il dit mais du coup, elle a mangé que quand elle résout les énigmes qu'on lui pose et il trouve ça horrible que sa survie finalement soit conditionnée à son apprentissage. Et ça pose déjà des questions d'éthique sur ça. Déjà lui-même se dit c'est un peu vache. Et je trouve que c'est très bien amené parce que nous aussi
Enfin, après, moi, je suis hyper sensible à ce genre de truc, donc forcément, il en fallait pas beaucoup, mais forcément, enfin, je me suis dit, bah ouais, c'est triste. C'est triste, quoi. Un autre passage qui m'a fait rire, là, avant l'opération, c'est quand on lui fait passer le test avec les taches d'encre, le Rorschach. Et où, du coup, le concept, si vous connaissez pas, c'est un test où il y a des taches d'encre, et l'idée, c'est d'élaborer sur ce qu'on voit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plutôt pour voir un petit peu la... Comment tu réfléchis. Ouais, comment on réfléchit, les capacités d'imagination, et, et la pensée abstraite, finalement. Et lui, vraiment, il n'y voit rien, et il est persuadé qu'il y a quelque chose de caché dans les tâches qu'on lui dit pas, ou alors qu'on se moque de lui en lui disant que il y a quelque chose, mais alors qu'il y a rien, et là je me suis dit, c'est quand même... On part de loin, ouais. Et puis surtout, ça m'a fait rire sur le fait que, oui, enfin, dans l'absolu, on montre des trucs complètement abstraits en disant aux gens, dites-nous ce que vous imaginez dedans, dites-nous ce que vous voyez. Oui, après, ça montre à quel point il est vraiment perdu, quoi. Genre même ça, il arrive pas à s'imaginer, réfléchir comme ça sort vraiment de son champ de compréhension. Disons que c'est un peu, c'est l'abstrait, quoi. Il est pas, lui il est sur du premier degré, il est très factuel. C'est ça. Et il est très ancré dans le présent aussi, parce qu'on voit bien qu'il se souvient de très peu. Mimi, pardon, du coup je ne sais plus où j'en étais avant l'attaque vicieuse de mon chat contre Bastien. Très vicieuse. Très vicieuse. Mais bref, du coup, on en était au test de Charlie, me semble. Hein. Ouais. Ah oui, le Rorschach. Oui. Le Rorschach. Ce qui me fait beaucoup rire dans ce passage, c'est qu'à chaque fois, au lieu de dire labyrinthe, il dit birinthe. Ouais. C'est un autre genre de birinthe. Ça me fait trop... Et surtout qu'il le dit plein de fois. Il invente des mots aussi, j'en ai pas d'autres là. Mais voilà, cette partie, elle est très, très touchante quand même. Tu le vois s'exprimer comme un enfant qui comprend pas le monde qui l'entoure. Alors que, bon, tu sais qu'il a 32 ans, voilà quoi, c'est un peu l'imbécile heureux. C'est exactement l'imbécile heureux, c'est le mec naïf. Et surtout qu'on voit qu'il est super pur, quoi. En fait, il a jamais vécu la colère, j'ai l'impression, au début du livre. Si, la colère, mais disons qu'il a jamais été méchant. Bah, il a vécu la colère comme un bébé vivrait la colère, où il est totalement impuissant devant ses sentiments, et c'est lui qui s'écrase tout le temps. Oui, on le voit beaucoup plus tard dans le roman, mais moi je trouve qu'on dirait plutôt qu'il a toujours subi la colère plus que identifier les émotions de colère. Et c'est quelque chose qui va venir bien plus tard. Mais parce qu'en fait, l'impression que ça donne, c'est que pour être en colère ou pour être triste, il faut encore comprendre ce qu'on perd ou ce qu'on nous fait, ce qu'on lèse, etc. Et en fait, il a toujours l'impression que c'est sa faute. Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est un peu après, où il se souvient avoir pris une claque, genre sans raison. Et il était même pas... Je devais l'avoir mérité. C'était mérité, sûrement. C'est un épisode où il se rappelle... Juste après que sa petite sœur soit née, il a voulu s'occuper d'elle en fait et juste à la voir Non, alors je pensais à la fois où il avait été déposé à la boulangerie, mais ah ouais non. Bon. Non parce que mais ça rejoint un peu ça en fait. Il veut juste toucher sa sœur, enfin s'en occuper d'elle parce qu'elle pleure, voilà, et en la voyant ses parents, surtout sa mère en fait qui le pousse et qui lui dit touche pas ta sœur, elle a peur que qui lui une baffe. Sache pas faire et bon. Donc les méthodes éducatives sont douteuses, mais bon, c'est pas grave. Je ne vous recommande pas, mais je ne vous conseille pas. Mais c'est vrai que ces premiers passages avant l'opération, ils sont hyper touchants. Du coup, on apprend à découvrir Charlie dans son environnement. Et c'est du coup... assez rapidement quand même, ça passe très très vite à l'opération. Et c'est quand même avant l'opération qu'il part en soirée avec ses potes là et qu'on n'a pas raconté. Non, c'est après. C'est après, mais c'est un souvenir qu'il a. Ah non. Ouais, mais il part vraiment après l'opération. Ouais. Je me le suis noté, je crois, quand il part nighter un peu. C'est le 10 avril. Ouais, du coup, c'est après l'opération. Ouais. Et ah non, carrément avant. Hein. Moi, j'ai le 28 mars. La soirée là où ils le font boire et il lui envoie chercher un truc au coin de la rue, il le laisse dans la rue et c'est le policier qui le ramène là. C'est ça, hein. Ouais, c'est la première humiliante. Et après, il y en a une autre. C'est ça, le 28 mars. Le 28 mars, c'est la soirée là où il se rend pas compte, mais en fait, il est le dindon de la farce pendant toute la soirée, où ils le font boire exprès. Et le 8 avril, par contre, c'est la première fois qu'il a honte, qui rougit de honte. C'est la première fois qu'il comprend que ce qui se passe, en fait, c'est pas pour rire avec lui, mais c'est pour rire de lui. Ouais, bah après, il a déjà vécu la honte, je pense. Mais c'est juste que là, il se rend compte qu'on rit de lui et pas avec lui. C'est ça, il se rend compte qu'on l'utilise. Bref, du coup, il se fait opérer. Bon, voilà, l'opération, elle se passe bien. Elle se passe assez rapidement. En fait, on le retrouve, vu qu'on a que les comptes rendus de lui, bah en fait, toute cette partie où il se fait opérer, où il passe
je crois que c'est 1 semaine sans pouvoir écrire parce qu'il a des bandages sur Non, les c'est yeux. 3 jours. Ok, 3 jours. J'en suis sûre. Le début, je l'ai bien Pardon. relu parce que c'est ma partie préférée du roman, le début. Bon voilà, on voit que ça va très vite et il se réveille le 15 mars. Enfin non, pardon, le 12 je pense, mais les entrées du journal reprennent le 15. Bon et moi Oui. à peu près, j'ai à peu près noté, le roman je l'ai découpé en 3 parties, on va dire que à peu près le 15 mars on arrive à la seconde partie, au moment où l'intelligence en fait va commencer à arriver et à s'augmenter très rapidement. Oui, moi je trouve que c'est un très bon procédé narratif, cette histoire de compte-rendu. En fait, il y a quelque chose. Bon, déjà, il y a un processus d'identification qui est quand même super fort avec le personnage principal. Et aussi, du coup, comme on n'a pas de description de l'opération, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il y a quelque chose d'un peu mystique. Possible. Oui. Enfin, Oui, on peut d'accord, pas ok, le remettre en question plusieurs fois. parce que Ça aurait pu. Ça aurait pu. Enfin voilà, c'est pas un truc de vieux comme on peut voir sur de très vieux romans où ils décrivent des technologies complètement désuètes en disant que c'est ultra futuriste. Oui. Et là, pas du tout, on sait pas. Et donc du coup, on sait qu'on lui ouvre le cerveau, qu'on fait quelque chose, mais on sait pas quoi. Voilà. Mais ça c'est bien. Après, et c'est vrai que pour un roman fin. de science-fiction, c'est pas. Enfin, on imagine la science-fiction comme un truc complètement fou, futuriste et tout, alors que là, franchement, c'est assez terre à terre, je trouve. Oui, c'est ça que j'aime bien. C'est ça. C'est très réaliste. Ça tient presque de la dystopie, mais c'est ce qui le classe dans la catégorie science-fiction, c'est les méthodes utilisées et le fait que la dystopie, finalement, les processus ne touchent qu'une seule personne et non pas la société entière. Oui, et aussi moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant sur les processus du coup d'apprentissage de Charlie, c'est que c'est pas il se réveille de l'opération et d'un coup paf c'est un génie, il a 300 de QI. Non, en fait il y a un apprentissage petit à petit des choses, du coup comme si vraiment ça avait juste décuplé la capacité de son cerveau à se servir des informations, mais qu'il fallait quand même fournir un effort pour les intégrer. Et ça, je trouve que ça rend aussi les choses très réalistes, parce que sinon, ce serait quoi. Il y a un protocole. Il y a un protocole scientifique. Après, franchement, on voit très bien que dès le 15 mars, il y a beaucoup moins de fautes quand même. Encore mais t'as pas suivi mes moyennes là. À partir de 3 jours, il y a 6% de fautes versus 26 avant. Ok. Tu suis pas mes moyennes là, ça me plaît pas trop parce que ça m'a pris du temps à calculer. Le 31 mars à J20 Postov, c'est le premier compte rendu sans faute. Oui, ça arrive très vite. Donc quand même en moins d'un mois. Mais parce qu'on le fait, travailler. Dans le roman. Oui, non, bien sûr. Mais parce qu'on le fait, on voit bien, il écrit qu'on le fait bosser, qu'il a sa petite télé qui lui gueule dans les oreilles. Il lit le dictionnaire. Ça me fascine, ça. Il est trop attachant parce qu'il fait des trucs. Mais c'est ça. On lui conseille de lire les mots dans le dictionnaire qu'il connaît pas et de les répéter plusieurs fois. Moi, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le dico. Il est trop mignon. Pareil, vraiment. quand il se sert des virgules, là j'avais retrouvé le passage, mais c'est adorable. Ouais. C'est j'ai appris les virgules, c'est mais quand même, un point avec une queue, genre c'est trop mignon. C'est exactement ça. Et du coup, il en met à tous les mots après. Ouais, les c'est ça. virgules. 6 avril. Aujourd'hui, j'ai appris la virgule. Qui est virgule, entre parenthèses, virgule, un point avec, virgule, une queue, virgule. Il est trop mignon. Il est trop touchant. Mais il est d'autant plus touchant que quand même il est conscient de ses difficultés. Bon, pas toutes, mais quand même il repère qu'il patauge dans la semoule souvent, qu'il est en décalage avec les autres, et il a une énorme mésestime de lui, et c'est vrai que c'est touchant parce que nous on voit à quel point il galère, à quel point il y met du sien, on se dit moi avec mon QI qui est au-dessus de 68, franchement je me donne 10 fois moins, et c'est ça. Et voilà quoi, il a tellement de mérite quoi. Il est trop touchant et on va comprendre après pourquoi, et moi ça m'a vraiment ça m'a brisé le cœur quoi. C'est un joli, c'est pour ça que je préfère le début du roman, je crois. Parce que la femme déprime. Pas faux, je t'avoue que c'est pas ma lecture. Le début c'est l'espoir. Le début c'est l'espoir. La fin c'est un peu plus sec. Donc en fait, on voit tout son processus d'apprentissage. Donc il fait des cours particuliers avec Miss Kirinan. Il a la télé. Donc c'est une espèce de boîte en fait qu'il écoute pendant qu'il dort. Ouais, c'est pas une télé, c'est un magnétophone. Oui. Mais lui il présente ça et il met ça sur la télé. Ouais. Il dit que c'est sur la télé. Au début, c'est comme une télé, il dit avec des informations à l'intérieur. Ouais, bon. Il écoute des trucs, quoi. Des reportages Arte toute la nuit. La nuit, il a un fond sonore de... Au début, il arrive pas à dormir parce que c'est hyper fort. Il a mis trop fort. Il est trop mis. Ouais, ça m'empêche de dormir. Moi, il y avait le gentil docteur Strauss-Piquet qui a expliqué qu'il y avait un bouton volume et qu'il pouvait le mettre plus bas pour dormir.
Voilà. Et on voit assez rapidement aussi la différence de caractère entre Dr Strauss et Dr Nemur. Ouais. Avec Dr Strauss qui semble tout de suite plus humain, plus dans la compréhension, là où Dr Nemur est un peu plus Résultat. Et protocole. Bah, Dr Nemur, c'est le côté matériel de la neurologie en fait, alors que Nemur c'est plus la psychiatrie, la psychologie. Strauss, pardon. C'est plus la psychiatrie, enfin le côté psychanalytique qui était grave en vogue à l'époque en plus. Ouais, mais on sent bien qu'il y a un truc un peu neuropsy parce que sinon une opération sur le cerveau ne résoudrait pas le problème. C'est pour ça que c'est quand même assez... C'est assez novateur pour l'époque. Pour l'époque, les années 60, on avait encore la dichotomie esprit-cerveau. Maintenant, c'est que la psychiatrie, c'est une spécialité qui traite le cerveau, la tête, et pas que l'esprit. Oui, on parle aux gens, mais pas que. On fait d'autres choses aussi. On parle avec les gens aussi. Il y a plein de gens qui nécessitent pas d'opération dans le cerveau. J'entends. Mais bon, ça aide quand même de savoir où ça se passe dans le cerveau, quoi. C'est sûr. Et d'avoir un petit peu les bons médicaments pour apaiser les choses. Faut quand même mettre des trucs, pardon. Mais ouais, c'est assez novateur pour l'époque, comme vision. Et c'est une vision qui est hyper intéressante, de la neurophysiologique, mais qui, on en discutera après, moi je trouve se rapproche un peu du réductionnisme du cours qu'on a vu lundi avec Bastien, la semaine dernière. La dichotomie entre réductionnisme et vitalisme. Et du coup, il y a une approche un peu réductionniste quand même de l'esprit sur le fait que si on résout un peu le problème comme une machinerie, quoi. Si on fait la bonne connexion au bon endroit, en fait, finalement, ça résout le problème, quoi. Là où... Et lui, son vrai problème, en fait, son vrai problème à lui, ça, d'un point de vue social, pur et dur, sur comment il se comporte avec les autres, c'est que va avoir une évolution cognitive exponentielle. Franchement, on se dit où est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'il progresse, et l'élève dépasse le maître, parce que le professeur Nemur, il nous le sèche à un moment. Il dit bon, t'es mignon, mais je sais mieux que toi maintenant. Donc, il évolue énormément sur ses capacités cognitives, mais en parallèle, sur ses capacités sociales, il évolue pas. Sur le versant affectif, il reste coincé. Alors, il évolue un peu, évidemment, parce qu'il comprend certains modes relationnels, parce qu'il, par exemple, il comprend qu'on se moque de lui, ça, il n'y avait pas accès avant. Il a accès à plus de choses, mais il évolue pas assez rapidement par rapport aux capacités qu'il a. Il devient un peu... il se met en décalage, et là, il se rend plus compte qu'il est en décalage. Alors qu'avant, quand il était plus limité sur les capacités cognitives, il se rendait compte qu'il était en décalage avec les autres, que parfois, il suivait pas bien. Alors que là, il se dit... c'est normal ce que je dis, c'est logique, c'est censé, forcément on va me comprendre. Alors que pas du tout. Oui, mais on en reparlera après sur l'idéalisation qu'il avait d'autrui. C'était hyper intéressant aussi comme passage. Oui. Et donc du coup, en parallèle de ça, il apprend tous ses cours, donc il commence avec des niveaux très bas, genre primaire, puis après il va monter petit à petit, collège, lycée, puis fac. Ouais, parce que du coup, après son opération, il reste au collège de médecine, en fait, et là, il côtoie les étudiants qui, pour lui, parlent de sujets... ultra profond, de Dieu. Hyper pointu, ouais. Hyper pointu, et du coup, ça l'attire beaucoup. On voit qu'il a envie de leur parler, de devenir comme eux, et du coup, il va aller de plus en plus à la bibliothèque à apprendre toutes sortes de choses, en fait. Et en parallèle de ça, s'instaure une relation avec Miss Kirinan, où petit à petit, on sent qu'il y a des sentiments qui se créent de elle pour lui, parce qu'il est super touchant, et de lui pour elle, parce qu'elle lui a tant apporté, finalement. C'est sa figure maternelle à lui. On voit que juste avant l'opération, c'est elle qui va lui caresser la tête et qui va le calmer. Oui, et c'est elle qui l'avait recommandé, qui fait ça un peu pour lui faire plaisir aussi. Puis si elle n'avait pas dit qu'il croyait en lui, il n'aurait pas fait. Pour qu'il devienne plus intelligent, elle est très, très noble. Puis elle s'inquiète pour lui quand même beaucoup. Elle s'inquiète pour lui de ce dont il va se rendre compte. Parce qu'elle se rend bien compte, parce qu'elle lit un peu les comptes rendus à un moment, elle se rend bien compte que c'est le dindon de la farce. Oui. Et elle essaie de prévenir en lui disant écoute, si tu te rends compte que finalement les gens sont pas si gentils que ça à tes yeux, faudra pas le prendre mal et tout. Lui il comprend pas, il dit non, j'ai que des amis. Bon, elle, ça la touche par pleurer, Oui, et quand elle dit oh Charlie, moi aussi j'étais en mode oh Charlie. Mais oui.
C'était hyper... Vraiment, elle est hyper bienveillante avec lui. Je pense qu'elle se sent, en même temps, elle se sent un peu, comment dire, responsable. Elle se sent un peu responsable de lui parce que finalement, c'est elle qui le met un peu sous le bistouri. Hein. C'est elle qui lui propose sa candidature. Et lui, il l'aurait jamais dit oui si ça n'avait pas été pour elle. C'est parce que si elle n'avait pas eu confiance en lui et qu'elle n'avait pas proposé, il n'aurait pas... Il aurait pas dit oui. Donc je pense qu'elle se dit, mince, j'espère que ça va rouler. Bon, du coup, juste après l'opération, en fait, il va retourner à sa vie d'avant parce que pour les deux professeurs, il faut que le projet reste secret pour pas que ils aient la honte que si ça marche pas, en fait. Donc pour l'instant, il en parle à personne et lui, il retourne travailler à la boulangerie. Et même si il est plus intelligent qu'avant, on voit quand même qu'il est toujours... il se rend pas toujours compte de tout. Donc, du coup, il retourne à sa vie d'avant. Et là, il y a l'épisode en fait où ses collègues de travail l'emmènent à une soirée, le font boire énormément et se moquent de lui. Et là, bon, il se rebelle pas encore, mais il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'avant, il aurait vécu ça sans se poser de questions. Il en parle là, que ça, quand il était petit, quand il jouait à cache-cache. Ouais, c'est un peu la même histoire, c'est qu'il était petit, il jouait à cache-cache avec les autres enfants et quand c'est lui qui comptait, il disait je les trouvais pas, ils étaient trop bien cachés, je cherchais jusqu'à ce que la nuit elle tombe. Qui s'était juste parti. Voilà. Ouais. Donc lui il se rend pas compte, là il commence à se dire... Mais c'est aussi à la même période où commencent à revenir les souvenirs. Avant il en avait aucun, et là il commence à avoir des souvenirs de son enfance. Plus que des souvenirs, c'est presque des reviviscences quoi. Enfin, comment il le raconte, lui, il retourne dans la peau du Charlie qu'il était... Et plus le roman avance et plus il devient intelligent, plus il revient à des périodes quand il était jeune. Donc il revit des scènes qu'il a déjà vécues, mais avec un œil totalement différent sur la situation, où il va s'en rendre compte et comprendre plein de choses qu'il avait loupées, mais pas parce qu'il avait mal vu, c'est juste parce que ça lui était inaccessible avec son intelligence de l'époque, quoi. Et quand même, petit à petit, donc dans la boulangerie, il commence à avoir des petits indices sur le fait qu'il devient de plus en plus intelligent. Notamment, il y a les histoires du pétrin, là, où il arrive à utiliser le pétrin. C'est surtout que tout le monde, pour se moquer de lui, on lui dit, en plus, c'est le 1er avril, c'est le jour du 1er avril, mais pour faire une blague au patron, ils disent en mode, regardez, c'est Charlie Gordon qui va s'occuper du pétrin, qui est une grosse machine qui sert à mélanger les ingrédients pour faire la pâte du pain. Et donc du coup tout le monde est en mode vas-y fais fonctionner la machine en rigolant, et quand ils voient qu'il y arrive vraiment, ils sont tous stupéfaits, ils sont tous séchés hyper surpris quoi. Et toc, avant où tout le monde rigolait sur lui, là ils sont tous bouche bée quoi, plus savoir quoi dire, parce que eux ils savent pas bien sûr qu'il s'est fait opérer. Et la seule qui est contente, c'est Fanny. C'est une bonne vieille Fanny qui dit ramenez-moi. C'est arrosé cette affaire. Le patron aussi, il est content, il lui donne un nouveau poste, il lui dit maintenant tu vas t'occuper du pétrin, il lui donne une augmentation. Oui, et il arrive même à mieux faire que l'autre, à plus rentabiliser la machine. Il est meilleur que celui qui a fait des cours de boulangerie, pétrin. De boulangerie. La formation boulanger. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais pourquoi il a embauché dans cette boulangerie, c'est que Monsieur Donner, c'était le meilleur ami de son oncle et qui lui avait promis à la mort de son oncle et après qu'il soit fait abandonner par ses parents, qui s'occuperait toujours de lui, qui lui offrirait un travail pour pouvoir... Pour éviter qu'il aille dans... Alors ils appellent ça l'asile, mais en fait c'était les lieux de vie où on mettait les personnes handicapées qui pouvaient pas vivre seules, quoi. L'Institut Warren. En gros... L'oncle de Charlie, franchement, sympa le mec. Parce que mais c'est son oncle qui a chapeauté ça pour lui. Il lui a trouvé un logement autonome, il a trouvé un travail pour qu'il puisse rester autonome le plus possible. Du coup, le chef de la boulangerie a promis à son oncle qu'il s'en occuperait toute sa vie. Ça aussi, pour l'époque, c'est vachement novateur, parce que maintenant on parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup d'insertion socio-professionnelle. Franchement, l'oncle de Charlie est bien, c'est une bonne assistante sociale. Exactement, il a été très fort, quand même. Très très fort, franchement. C'est ça. Il lui donne un taf à la boulangerie qui ne nécessite pas de grandes capacités cognitives, et pour autant il le fait très bien, il est hyper appliqué. Voilà, et il est super, et franchement il est super content, il est inséré dans la vie, il gagne sa croûte. Pour l'époque, un bel ESAT. Franchement, pour l'époque, c'est... je pense que dans les années 60, on n'est pas sur cette vision-là de l'autonomisation des personnes handicapées. Non, c'est sûr.
Déjà que l'autonomisation des femmes, c'était quand même Ouais. tout un concept. Bon, après, il y a plusieurs jours où on voit qu'il travaille avec la Miss Kinyan, où il apprend plein de choses, il commence à lire des vrais livres. Robinson Crusoe. Ouais, il commence à lire des livres qui étaient hyper compliqués pour lui, et ça lui, on voit très bien qu'il est avide de connaissances et qu'il découvre tout un monde qui lui était inaccessible, et lui, il l'adore. Enfin, on sent au fil des pages que c'est comme s'il ouvrait son troisième œil. Non, mais oui, effectivement, il apprend énormément et il découvre quelque chose dans la lecture qui est fascinant et que on a tous découvert ici. La capacité. Non, mais franchement, la lecture, ça te fascinant qu'on peut vivre la vie des autres sans la vivre, et c'est tout un monde auquel il accède et auquel il n'avait pas accès avant. Et petit à petit, donc, il essaie de créer une relation avec Miss Kirinan, donc, comme on avait dit. Ouais. Mais il y a quand même des blocages, notamment à chaque fois que ils essaient de passer à l'action, ça bloque et il sait pas pourquoi, et ça l'énerve, et il n'y arrive pas, il comprend pas. Ouais, il a des comme des malaises, des malaises, et qui pense à la sexualité ou à être attiré par une femme. Enfin, il a l'état mental d'un enfant, d'un bébé. Il comprend pas son corps, il comprend pas ses émotions. Ses envies, son corps d'adulte. Et pour ça, il est quand même accompagné, donc il y a les examens, enfin les tests à l'institut, au labo, avec du coup les tests du professeur Nemur contre Algernon pour quantifier en fait son avancée. Et petit à petit, il se rend compte qu'il arrive à battre la souris, il est trop content, enfin c'est trop bien pour lui. Et à côté de ça, il a une espèce de psychothérapie avec le Dr Strauss. C'est ça. Mais qu'il a commencé très vite après l'opération. Genre en mars, je crois. Des jours d'après, je pense. Mais l'impression que ça m'a donné, moi, c'est que la psychothérapie, elle tentait plus de regarder son avancée sur le plan émotionnel, plus que d'accompagner vraiment... de lui expliquer. Et puis petit à petit, qu'il avance aussi en intelligence, il sent quand même que sur le plan intellectuel, il y a quelque chose qui l'éloigne des autres, et notamment de Miss Kirinan dans sa relation. Au même titre que il était très éloigné d'elle quand il avait un QI très bas, là, petit à petit, il s'éloigne d'elle au fur et à mesure que son QI grandit. Et on voit la même désillusion avec notamment les étudiants de la fac. On se rend compte petit à petit que leurs conversations, elles sont pas si profondes que ça. Même qu'ils sont puériles. Bah oui, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait vraiment penser à quand moi je suis arrivée à la fac, et au début j'entendais les P2, les D1 parler, j'étais en mode waouh, ils sont tellement avancés dans la médecine et tout. Ils utilisent des mots savants. Ils utilisent des mots savants, c'est incroyable. Ils parlent de méiose, mon dieu. et puis tu arrives, tu te rends compte que bon, en vrai tu parles normal, et après quand t'es sur les études d'après, tu te dis oui, bon, ça reste un peu basique sur la prise en charge, je sais pas sûre. Et du coup, il suit un peu ce même processus, mais sur tous les plans, ce qui fait que... c'est un peu la désillusion. Hein. La désillusion totale, ouais. Et ça, c'est dur. Parce qu'il se retrouve presque aussi seul au sommet qu'il était en bas. Ouais. C'est ça qui est dur, c'est de progresser aussi vite, finalement. Il se tire une balle dans le pied sans faire exprès, quoi. Mais en même temps, c'est tellement ce qu'il veut, il se donne les moyens. Quand il était pas intelligent, les gens se moquaient de lui, mais lui, il pensait qu'il rigolait avec lui, alors qu'à la fin, il éprouve juste de la colère et presque pas du dégoût, mais la déception. Ouais, la déception envers tout le monde, quoi. Il est super seul. Et à ce moment-là du roman, qui est encore le début de la majoration de son intelligence, en fait, on sent qu'il il comprend des choses, mais qu'il n'a pas encore les mots pour les décrire, pour décrire les sensations, les pensées qu'il a. C'est pas encore un génie, mais il commence à être un peu plus intelligent, quoi. Mais on sent que son intelligence, elle se majore à chaque compte rendu. Oui. Même chaque jour. C'est vraiment exponentiel. Ouais, c'est exponentiel. Du coup, il passe de 80 à 180. Enfin, de 68, à 180. Ouais. L'événement qui va tout changer dans l'accroissement de son intelligence, c'est aussi un moment où il va se rendre compte qu'il y a Grimpy qui vole dans la caisse. Ouais. Et lui, il va être pris d'un conflit de loyauté énorme entre son ancien ami et son patron qui lui a tout donné. C'était le seul Gimpy, c'était le seul de ses collègues qui le soutenait, qui n'était pas méchant envers lui. Et son patron, c'était un père de substitution, un peu, même si on sent pas du tout cette fibre paternelle. En termes d'émotion, il prend soin de lui matériellement.
il te procure un foyer et de l'argent, et donc du coup c'est ça qui... Et donc du coup il n'arrive pas trop à savoir quoi faire, prendre ses décisions, c'est compliqué pour lui. Parce que finalement on n'est pas sur une décision oui-non. Il y a beaucoup plus de subtilité. Et avant, on n'en était pas là. Donc là, il s'est dit, en fait, il y a des pour et des contre. Ça peut être nuancé. Exactement. Et après, il va parler à Alice, justement, pour lui parler de ce dilemme. Et c'est là qu'elle va lui dire, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste toi qui dois choisir ce que tu fais. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, avec la confiance en lui de faire un choix, c'est un adulte, quoi. Il peut faire ce qu'il veut tant que ça lui va, quoi. Ça change un peu de avant, quand il était enfant, on lui disait quoi faire. Et là, il se rend compte qu'en tant qu'adulte, il peut choisir, décider ce qu'il a envie de faire, quoi. Et là, il construit sa personnalité aussi. Voilà. Oui. On fait des choix, où est mon éthique, où sont mes valeurs, commence à construire un truc qui avant était très, très basique, il y a le bien et le mal. Là, maintenant, toutes ces nuances, quand même. Exactement. C'est d'ailleurs une des premières situations sur laquelle il est confronté à un choix qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et du coup, le choix qu'il fait, c'est celui de ne pas dénoncer Gimpy, mais d'aller... Gimpy, pardon. Moi, je le voyais un peu genre... Grumpy. C'est un nain, il est méchant. C'est Grumpy, le nain qui boit. Il décide de ne pas le confronter du coup, mais de ne pas le dénoncer, mais d'aller le voir pour lui faire part d'un dilemme entre guillemets, où en gros il lui fait comprendre à demi-mot que s'il n'arrête pas, il sera obligé de le dénoncer. Et ça, la façon dont il lui en parle, il prend exactement la même façon de lui en parler que quand il va retrouver son père. C'est qu'en fait, il va décrire sa propre situation à la troisième personne pour voir ce que les gens vont faire, quoi, devant cette situation. Et franchement, Gimpy, il se rend vite compte que ça parle de lui, quoi. Oui. Ah oui, il est adulte quand même. Moi, j'aurais pu faire ça à côté, moi, je sais pas. C'est un peu... T'aurais donné des conseils, t'aurais pas du tout. Ouais, c'est un gros connard. S'il vole dans la caisse, franchement... Faut le dénoncer. Ça va quand même. Tu vois, Charlie, le mec un peu couillon de la boulangerie qui va devant, il fait oui, j'ai un gros dilemme. Je connais un mec qui vole dans la caisse. Mais tu connais qui d'autre? Tu es là, bon, quand même, ses sphères sociales sont assez réduites, j'imagine que c'est moi. Sherlock Holmes. Attention. Bref. Du coup, finalement, c'est l'élément qui met un peu le feu aux poudres et il se fait gentiment remercier de la boulangerie, où son patron lui explique que c'est hyper dur, mais en même temps, il a raison, son patron. Il dit, moi, je me retrouve avec des employés mécontents. Ouais. J'avais promis que tu aurais toujours de quoi manger. Là, tu n'as plus besoin de moi parce que tu as les capacités de faire plein d'autres choses de ta vie mieux que ce que je peux te proposer ici. Je pense que c'est le moment de partir. Et c'est là que Charlie prend son envol. Mais parce qu'en fait, son collègue qu'il aimait, Gimpy, il y a eu ce problème où il l'a dénoncé, du coup ça se passe mal. Et les deux autres qui se jouaient de lui en permanence, maintenant qu'il est plus intelligent que eux, ils le prennent super mal. Parce qu'en fait, l'attardé de service, maintenant, il est 30 fois plus intelligent qu'eux. Un complexe d'infériorité qui arrive là, tranquillement. Un complexe d'infériorité, et donc ils sont vraiment pas contents qu'il soit là. Et puis comme c'est secret encore l'opération, donc ils sont pas au courant de ce qui s'est passé, ils le voient évoluer, ils se disent c'est quoi l'OVNI. Parce que ça faisait 17 ans qu'il était à la boulangerie en plus. Et là, en un mois, il devient Einstein, quoi. Ouais. Mais après, un truc un peu sur la balance financière, on n'est pas trop inquiet parce qu'on sait que... ils le disent un peu plus tôt, mais dans le cadre de l'étude, il est payé. Oui. Donc il n'est pas sans revenu. Il perd pas son salaire, genre en mode chômage, débrouille-toi pour trouver un emploi. Il y a quand même il y a un peu d'argent. Chômage aux États-Unis en 1950. Mais non, mais chômage, ça, je parle pas Bon, bref, vous m'avez compris. On parle pas des allocations. Je parlais pas de ça, je parlais du fait de pas avoir d'emploi, mais c'est pas grave. Et de pas de source de revenus. Non, là, il a quand même un petit pécule. Oui. Il est pas non plus sans parachute. Mais bon, ils le savent pas, la boulangerie. Non. Mais nous, on le sait. Donc on est rassurés. C'est bon, Charlie va pouvoir manger. Il ne va pas devoir gagner sa nourriture comme Anne Gardner. Surtout qu'à ce moment-là de l'histoire, on sait déjà que les matières de base, la sociologie, la religion, l'histoire et tout, il a déjà un peu fait le tour. Alors que c'est encore que le début, mais des trucs comme ça, quoi, il est déjà... il a beaucoup de connaissances sur plein de trucs, donc on voit très bien que ça marche bien pour lui.
Oui, il a cette opération. un niveau doctorant dans à peu près toutes les matières. Voilà, hein. c'est ça. Donc ça va. Donc ça va, il a un niveau bien supérieur à celui qu'on n'atteindra jamais, dans toutes les matières. On choisira une voie. On n'est pas très inquiet pour nous-mêmes, mais Voilà, j'aurai jamais un niveau doctorant en histoire de l'art. Hein. Bon, et après, juste après cet épisode, en fait, il a encore une reviviscence, un souvenir qu'il raconte dans son compte-rendu. Et en fait, là, il parle d'un moment où on voit que sa mère et son père c'est quand il avait 6-7 ans, je pense. Ils étaient totalement... En fait, sa mère voulait le faire voir un nouveau médecin pour essayer de voir... Enfin, pour essayer de le soigner, en gros. Parce que elle, sa mère, on voit que pour lui, elle accepte pas du tout. Et elle essaie de le soigner, au contraire de son père, qui justement, son père fait que lui dire laisse-le être comme il est, ok, il est plus lent que les autres, mais voilà, il est comme ça. Et sa mère ne veut pas du tout le voir, et du coup, on nous raconte, il se rappelle une histoire de quand il était allé voir un docteur qui s'appelle le docteur Guarino. Guarino. On voit très très vite qu'en fait, c'est clairement un charlatan, quoi. Il dit à ses parents. Que ok, il y aura peut-être pas de résultats, mais il faudra venir toutes les semaines jusqu'à qu'il y ait des résultats. Et après, Charlie, quand il est seul, il lui dit ouais, dis à tes parents que c'était bien, que tu te sens plus intelligent et tout. Mais après, ça, c'est juste un épisode parce que après, on voit que le père en fait reproche à la mère d'aller voir plein de charlatans exprès. En fait, on voit très bien qu'elle s'en rend pas compte, qu'elle veut le soigner. Et qu'elle est totalement épuisée, quoi. Elle en peut plus de lui. On n'a pas encore tous les tenants les aboutissants, mais on voit très bien que sa mère n'en peut plus de cet enfant qui se fait dessus, qui ne grandit pas. Qui a un retard de développement global. Ouais, mais en vrai, on voit aussi qu'à chaque fois qu'il se fait dessus, c'est toujours que c'est sa mère qui... En fait, il est trop pris d'émotions, il se fait disputer souvent par sa mère. Et c'est là qu'il perd le contrôle de ses sphincters. Non, mais l'énurésie et l'encoprésie, c'est un peu le truc warning. Ah oui, non, par contre, cet enfant souffre. Vraiment, je pense que à la maison, c'est pas terrible. Mais le pauvre. Et puis, en plus, toute la. À cette époque-là, c'est vachement humiliant. Enfin, voilà, c'est pas. On dit pas oui, je comprends, je vois que ça va pas bien. On dit ouais, gros dégueu. Exactement. Non, mais surtout que quand lui il a vécu, il se disait que c'était lui le fautif, que ses parents étaient tout puissants et qu'ils avaient raison. Alors que là, quand il commence à le voir de cet œil-là, c'était juste un petit enfant qui arrivait pas et qu'il se faisait martyriser par même ses parents, ça en dit beaucoup sur le développement qu'il a. Et puis même, lui, il n'en parle pas de ses souvenirs, il les analyse pas, mais on sent que avec la vision qu'il a maintenant et toute la colère qu'il ressent, c'est ce qui fait sa colère, quoi. Et puis je trouve que les deux visions de ses parents, elles sont aussi très intéressantes. Il y a sa mère qui est toujours dans la quête d'une amélioration complètement illusoire jusqu'à cette fameuse opération finalement, mais et qui explique aussi pourquoi il est toujours dans la volonté de bien faire, parce que il a été un peu conditionné dès enfant à toujours essayer de s'améliorer. Et en même temps, il y a son père qui est presque fataliste sur un truc de toute façon, ça ne s'améliorera jamais, ça ne sert à rien d'essayer. Et il n'y a pas une espèce de voie du milieu de on va accompagner à développer le maximum des capacités sans en demander une montagne, quoi. Qui est un peu la voie qu'on privilégie d'ailleurs maintenant dans la prise en charge des gens qui ont un retard, où on essaie de les aider à s'autonomiser au maximum sans et qui finalement est la voie qui a été choisie par l'oncle, de dire on maximise l'autonomie de Charlie sans lui demander de faire HEC, enfin le pauvre. voilà, et en fait de ces deux parents, on a l'impression qu'il n'y a aucun des deux qui a une... ça se rencontre pas, c'est divergent et c'est un peu dur de se construire au milieu de tout ça. Et après il raconte en parallèle, l'histoire continue, on voit qu'il fait énormément de progrès, qu'il devient super fort et que c'est tellement une réussite que le professeur Nemur veut l'amener à un congrès à Chicago pour présenter ses résultats. La bête de foire. comme une bête de foire. Et en même temps, lui, il parle qu'il a de plus en plus de cauchemars où il va revivre des scènes comme ça, des scènes humiliantes de son enfance. Et on va comprendre que en fait, sa mère, elle a joué un grand rôle dans ses troubles, on va dire, émotionnels, affectifs. Parce qu'en fait, il nous raconte une scène par exemple où elle décide qu'elle veut plus l'avoir à la maison, qu'elle décide de l'envoyer à l'asile,
Et en fait, elle va tellement péter un câble qu'elle va prendre un couteau, menacer au couteau son père. Et lui, même si sur le moment, ça lui a pas vraiment laissé d'empreinte, on va dire... Mais il y mettait pas de sens. Voilà, il y mettait pas de sens et il voit très bien que c'est resté une cicatrice émotionnelle et affective et c'est resté dans sa tête, et même s'il n'avait plus accès, maintenant qu'il gagne des nouvelles capacités, il se rend compte que cette cicatrice, ça lui a posé des problèmes et l'homme qui est devenu l'homme, même quand il était pas intelligent, il a des gros problèmes affectifs et là il se rend compte de d'où ça vient un peu. Oui, complètement. Et en plus des trucs avec sa mère qui, au début on comprend pas trop pourquoi, enfin à partir de quel moment elle a lâché en fait. Donc on voit qu'elle elle lâche rien, puis c'est un coup on se rend compte qu'elle l'a complètement lâché. Et je crois que c'est à ce moment-là aussi qu'on a les souvenirs sur sa mère qui l'engueule sur le fait qu'il regarde une fille. Ouais. Et on comprend que c'est sa sœur et on sait pas trop d'où ça sort. Mais et d'ailleurs c'est ça qui initie le rejet. Ouais. Et ça explique aussi pourquoi il a autant de mal avec Miss Kirinan, parce que ça... Sa mère l'a engueulé fois 1000 dès qu'il a dépensé comme ça, et du coup il a associé ça à une énorme humiliation, enfin des pensées très négatives quoi, qu'il n'arrive pas à quitter. Surtout qu'on comprend que c'est à peu près la période de l'adolescence, et que c'est probablement pas une vision sexualisée de sa sœur qu'il avait, mais juste des réactions physiologiques normales d'un petit garçon qui... Même des interrogations, même si sans côté sexuel de la chose. Même. Oui, puis on lui a fermé la porte directement sans qu'il puisse... Le tabou de la sexualité. Ouais, voilà, on lui a mis un tabou directement sans lui expliquer et c'est resté enfoui au sein de lui toute sa vie. Quoi. Et c'est aussi à partir de ce moment où il commence à avoir une espèce de dualité de l'ancien Charlie, le nouveau Charlie. Oui. Et qui met quelque chose un peu de très spécial où il regarde le souvenir en étant là mais pas vraiment là, et il y a une distance qui se crée avec l'ancien lui-même qui est très... Il lui dit, c'est pas moi, je pense. Il dit à des moments, il y a encore, parce que plus il avance, parfois il a des pensées qui reviennent un peu, et il dit, ah non mais ça c'est l'ancien Charlie qui est encore en moi. Donc quand même, c'est joliment dit, hein, mais il scinde ça en fait en deux, alors que, et je pense que ça participe au fait qu'il souffre énormément, parce que bon, il faut intégrer les deux parties, hein. C'est deux faces de la même pièce, mais lui c'est trop dur. Moi, ils sont sur moi un peu. Ouais, mais c'est les termes qu'il y a dans le livre. Je suis pas adepte de psychanalyse. Ouais, mais c'est surtout que... C'est son seul. C'est surtout que c'est trop douloureux pour... je pense que pour qu'il intègre ça avec l'élaboration psychique qui est nécessaire, parce que quand même c'est très douloureux. Il y est pas quoi. Donc pour lui c'est plus simple de mettre ça un peu dans une case en disant bon ça c'est l'ancien moi, voilà, c'est lui qui a vécu ça, moi je suis un nouvel homme, j'ai pas vécu ça, un peu table rase, alors qu'en fait c'est pas le cas, enfin c'est la même personne, mais c'est plus simple psychiquement pour lui de faire ça parce que c'est moins douloureux à ce moment-là. Et puis parce qu'il autrement. Ouais, il est pas accompagné là-dedans, quoi. Il a beau avoir lu... D'ailleurs, au tout début, il a pas le droit de lire tout ce qui est psychanalyse, essai de philo, machin, pour pas biaiser l'expérience sur le plan émotionnel, pour pas qu'il ait cette espèce de... Si ça avait été maintenant, il aurait pas eu le droit de lire de développement personnel ou ce genre de conneries, mais c'est complète... Enfin, l'idée, c'est qu'il puisse pas réfléchir sur l'élaboration de soi, autre que ce qui se serait fait naturellement dans le processus de construction sans aide. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles. Et bref, on arrive à Chicago du coup, pour le congrès. Du coup, en fait, ils font le voyage à Chicago où ils vont aller au congrès, je sais pas, un très grand congrès de psychiatrie, de neurologie aux États-Unis, où il y a tous les plus grandes études qui sont présentées. Et lui, du coup, le docteur Nemur, il a... c'est le clou de la conférence, en fait, présenter ses résultats avec Charlie. Mais en fait, dès le début de quand il arrive à Chicago, juste après, le soir de quand il arrive à Chicago, il y a une espèce de petite réception où il va pouvoir être avec le professeur Nemur et Strauss, voir qui parle à des pairs à eux. Et en fait, il se rend compte que en fait, il connaît pas si bien que ça. Enfin, en fait, il connaît bien son sujet de prédilection, mais après, quand Charlie lui pose des questions un peu plus poussées sur des choses qu'il a lues, parce qu'entre-temps, il a lu l'histoire, il a lu la sociologie, mais après, très vite, il est passé à des trucs de médecine très très précis, où il va apprendre d'autres langues, il va apprendre l'hindou
Enfin, il va apprendre toutes les langues européennes, puis il va apprendre l'hindou, et en fait, il va lire des études pas encore traduites, encore en hindou, de résultats qui seraient contraires à ce que parle le docteur Nemur. Et quand il va dire au docteur Nemur, mais est-ce que vous avez lu ce papier écrit en hindou ? En fait, il va se rendre compte que non, il n'a pas eu tout lu. En fait, il va être totalement perdu parce qu'il les mettait sur des piédestals. Enfin, pour eux, c'était des... Nouvelle désillusion. C'était des scientifiques avec un grand S, quoi, des médecins. Ils étaient censés tout connaître, ils savaient tout mieux que lui. Enfin, c'était des médecins très paternalistes en plus dans l'époque. Et là, en fait, il se rend compte que, attends, je suis plus intelligent qu'eux, là. Moi, ça me fait penser à quand on découvre que le Père Noël n'existe pas. Ce passage. Oui, voilà. C'est vraiment genre la déception. Enfin, je sais pas, il y en a plein, ils pleurent. Hein. Moi, j'ai pleuré, hein, mais je me dis, mais c'est quoi cette mascarade ? On m'aurait donc menti tout ce temps. Ouais, c'est un truc tellement gros, j'étais tellement sûre que ça existait, j'aurais jamais remis ça en doute. Et puis quand on m'a dit que c'était pas vrai, c'était la désillusion la plus totale. Ouais. Ou je trouve que c'est un peu la même période à l'adolescence quand tu te rends compte que tes parents ne sont pas tout puissants. Qu'il y a des choses qu'ils savent pas. Qui savent pas tout faire. Qui savent pas tout faire, qu'il y a des questions, ils ont pas la réponse. C'est pas juste que c'est méchant, personne ne veut pas te donner la réponse. C'est vraiment juste qu'ils savent pas. Et que tu te dis, mais comment ça ? Là, ça me fait penser au même exemple que tu as donné avant, quand j'étais jeune, enfin quand on était jeune, jeune étudiant, tu t'écoutais des gens, tu disais, waouh, mais attends, ils sont trop intelligents. Et en fait, quand il revient maintenant, t'es en mode, bon, en fait, ça va quoi. Du coup, il se rend compte que ces médecins, en fait, ne sont pas si omniscients que ça, omnipotents, etc. Et en fait, du coup, il commence à dire que ça lui plaît pas trop d'être un animal de foire. C'est marrant parce qu'on n'a pas la caméra, mais ça lui plaît vraiment pas trop. Il est très sérieux. Je suis très sérieux depuis le début, moi. Ah oui, j'ai l'impression d'être à une conférence, un TEDx. Nous, on est super dissipés avec Marie, et il y a Bastien qui est en mode, mais de toute façon, vous suivez pas les lignes. Non, attends, nous sommes 13 juin, arrêtez de parler de juillet. Bon. Bienvenue à ma conférence TEDx. Ok. Non, mais on peut voir dans la souris la figure de la mère. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de souris. Non, on n'en parle pas, mais parce justement, que là, c'est le moment où on va en parler maintenant. Ah, la souris. La souris, dis-nous Bastien. Ok. La souris. Donc en fait, on arrive au moment. Moi, si vous entendez craquement, c'est parce qu'il y a pris de chips. On grignote. On arrive au moment en fait où ça devient le. On arrive à la présentation du professeur Nemur devant tout le monde, et en fait là, Charlie a vraiment l'impression d'être un animal de foire. Où en fait dans toute la scène où on présente les résultats, pas une fois on va pas être de son ressenti, etc. Enfin c'est vraiment des données médicales qui sont présentées. Ouais. Donc c'est normal qu'avec tout le bagage émotionnel qu'on voit qui traverse depuis l'opération, on voit très bien qu'il y a un énorme décalage entre le scientifique qui fait ça pour sa carrière, qui fait ça pour avoir une meilleure bourse l'année prochaine, et lui qui vit, qui le change énormément. Ce qu'il cherche, c'est à être reconnu, lui aussi. C'est un peu ce qu'on cherche tous dans les relations interpersonnelles. On cherche, je te vois, tu me vois, on se comprend, on se reconnaît, quoi. Mais lui, il est juste là. On le voit, mais on ne le reconnaît pas. Et là, du coup, sur scène, Charlie, qu'est-ce qu'il va faire avec Algernon ? Il va la cacher, en fait, et... au début, il va la libérer de sa cage pour qu'elle s'enfuit et mettre fin à la présentation, parce qu'en fait, lui, il a envie que ça s'arrête. Et en fait, avec tout le remue-ménage qu'il a fait avec une souris qui... En plus, c'est pas une souris ordinaire, c'est la souris la plus intelligente du monde, qui a vécu toute une opération, qui est le sujet de recherche numéro 2, du coup, de... Numéro 1, d'abord, vu que Charlie, c'est numéro 2. Mais du coup ça arrête la conférence en fait, et tout le monde va chercher la souris, et on sait pas pourquoi, on sent qu'il y a une énorme connexion entre la souris et Charlie, mais genre Charlie il va comprendre que elle est aux toilettes, elle m'attend, il va rentrer, elle va lui rentrer dans la poche, il va partir avec la souris, la kidnapper entre guillemets, parce qu'on sent que la souris en fait, c'est comment c'est écrit, mais on sent qu'il y a une connexion entre les deux qui se comprennent et qui... Et voilà, et qui vivent la même chose en fait. Ils vivent la même chose. Moi j'adore cette scène. Je trouve ça trop mignon. J'imagine la souris qui monte dans une poche de ma veste. Je suis là, adorable. Je veux une souris de compagnie. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que juste avant, en fait, il y a Dr. Strauss et Dr. Nemur qui présentent le fait que Algernon, il y a des moments où elle a des espèces d'accès de folie dans sa cage, elle court dans tous les sens et tout, et ça on l'avait pas dit à Charlie, donc ils sont un peu trahis c'est vrai que sur les suites de.
de ce qui va lui C'est arriver. pas tout rose, ouais. Il se dit, est-ce qu'elle est comme ça parce qu'elle est devenue tellement intelligente qu'elle s'ennuie dans sa cage? Est-ce que elle est devenue... en fait, on sait pas pourquoi elle est comme ça, et du coup, ça nous inquiète aussi sur l'avenir de Charlie. Et puis, il y a un vrai processus d'identification entre Charlie et la souris, qui fait que quand elle regarde, finalement, il lit en elle ce que lui ressent aussi, avec elle a envie de partir, elle a envie de s'échapper, et on n'arrive pas trop à savoir si c'est lui qui projette sur Algernon ou si c'est vraiment une connexion qui se fait entre les deux. On a l'impression d'une connexion, mais est-ce qu'elle est fantasmée par Charlie ou pas Oui, vu qu'on a que son point de vue à lui, on sait pas vraiment, mais ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une grande connexion entre les deux qui se comprennent sans se parler, quoi. Mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment le support des émotions de Charlie, enfin que des fois elle lui permet vraiment d'exprimer ce qu'il ressent. C'est son processus de médiation, mais parce que moi aussi je pense que bon, ça c'est ma théorie à moi, mais je pense que c'est une petite souris quand même qui est habituée à voir du monde, et finalement lui elle l'a vu assez régulièrement, mais un peu dans les contextes de jeu, labyrinthe et tout comme ça. Et puis lui rapidement, je crois que c'est au bout de la 2e ou la 3e fois où il la voit, il demande à l'avoir dans la main et à la caresser. Donc moi, mon hypothèse à moi, c'est que elle a repéré que Charlie se comportait pas pareil avec elle que les autres humains qui l'entourent dans le labo. Finalement, c'est une souris de labo, hein. Et que y a quand même ce côté affectif comme tu peux avoir avec ton chat ou ton chien. C'est qu'il repère qu'il y a un humain qui se comporte différemment et qu'il a de l'affection pour elle. Donc moi c'est mon... moi, c'est mon idée à moi sur le fait que cette connexion, elle vient un peu de là, qu'elle lui fait confiance comme ça et qu'elle se rend compte que lui, il l'aime en fait. Voilà. Moi, j'avais un peu de ça, mais un peu de la projection que tu fais, comme tu peux projeter sur ton chat. Elle miaule tel truc, c'est clairement qu'elle veut dire ça, mais en vrai, t'en sais rien. C'est juste une espèce de compréhension mutuelle parce que tu vis avec, mais dans l'absolu, peut-être que quand elle miaule, elle me dit juste tais-toi, tu me saoules, tu vois. mais je le sais pas et que je suis là, oh là là, c'est bien de me raconter ta journée, mon chat. Elle est contente. En mode, mais qu'est-ce que tu fous chez moi, tu vois. Enfin, c'est... J'en sais rien, mais je pense qu'il y a un truc d'affection. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une affection mutuelle, mais un peu de projection, et comme tu dis, un support pour les émotions. Une belle médiation. Moi, finalement, lui, il a du mal avec ça. Pour moi, c'est juste qu'il y a tellement aucune personne qui lui ressemble et aucun ami qu'en fait, il va toutes ces émotions qu'il va penser. Enfin, à mon avis, la connexion, la relation, elle est totalement fantasmée. Mais après, bon, c'est son esprit, donc on peut pas savoir. Après, moi, je pense que c'est un joli mélange des deux. Oui, moi, je suis team mélange. Voilà. Je pense que c'est un peu... Oui, parce que c'est lui qui en parle, mais je pense que quand même, il y a ce truc un peu de lien qui s'est créé, mais depuis le début, je pense que c'est pas juste quand lui, il est un peu acculé, qu'il se sent mal et qu'il la voit, il se dit, elle est comme moi. Je pense qu'il y a un truc qui s'est construit avant, donc peut-être qu'il n'a pas tellement conscience. Elle est passée par les mêmes étapes que lui, finalement, donc même si ils n'ont pas les mêmes modes d'expression, parce que, de facto, c'est une souris. Je veux dire, ah bon? Une ratignole. Mais je parle ratignole également, en plus de l'hindou. Tu me frottes les mains et je bouge le visage. Je me frotte le museau. Mais oui, finalement, c'est un peu le seul être vivant sur la planète qui le comprend, parce qu'elle est passée par les mêmes étapes, et il y a quelque chose de fort qui s'est entre les deux. Et donc, du coup, il rentre à New York avec la souris dans la poche. Il a... depuis le début, il obéit au doigt et à l'œil en fait au professeur Nemur et Astros, et là en fait on voit une cassure en fait où il se rend compte que déjà ils sont pas intelligents, et en fait il va se barrer de la conférence et rentrer chez lui et plus leur donner de nouvelles. Donc en fait il va reprendre l'avion seul pour retourner à New York avec Algernon. Ça y est, désobéi, ça y est, il fait sa crise d'ado. Pour moi c'était ça un peu. Et surtout qu'il va arrêter d'aller au laboratoire et arrêter de faire ses comptes rendus et ses rendez-vous de psychologie et de tests de psychotechnique avec les professeurs. Il défie pas trop l'autorité quand même. Il est plus dans l'évitement. Il est quand même... franchement, c'est le bon gars, quoi. On lui dit de faire ça, il le fait quand même. Et là... Ça y est, on teste un peu le cadre, comme on dirait en pédopsie. Ça y est, exactement. On teste un peu le cadre, les limites, les figures d'autorité. Donc là, il est un peu... ça y est, il prend son envol, il fait sa petite crise d'ado. Mais il retourne à New York, il va se prendre un appartement seul. Avec
Algernon. Algernon. Pas seul. Non, Avec ok, oui, non, pas sa seul, petite c'est vrai. souris d'amour. Où il va lui aménager toute une pièce Ouais. avec un labyrinthe énorme en trois ça, dimensions. Ça, je me faisais des... les premières fois que j'ai lu le livre, c'était un de mes passages préférés, ça, le labyrinthe, parce que je m'imaginais un truc de fou. Ouais, moi aussi. Oui. Vraiment. Tout en plastique transparent. Ouais, avec le truc pour les hamsters, là. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, comme j'imaginais un jeu avec pour des hamster, couleurs, tu sais, un des peu... roues, toutes des... les couleurs. Ouais, du coup, il lui fait un énorme labyrinthe avec plein de pièges de plus en plus compliqués, en fait, pour que Algernon ne s'ennuie pas. Mais ça, c'est marrant parce que, en fait, moi, sur un cours que j'ai suivi sur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, en fait, j'ai eu un cours vraiment sur les expériences faites en labo avec les souris. Et ça m'a fait penser à ce livre. Mais je l'ai eu il y a pas longtemps, le cours. Et en fait, ils font des souris Alzheimer. Genre, ils appellent ça Alzheimer. Mais en gros, ils mettent parce qu'il y a des maladies d'Alzheimer héréditaires, familiales. Du coup, ils ont récupéré le gène et ils l'insèrent dans les génomes des souris. Et donc, ils ont des souris qui ont la maladie d'Alzheimer. Ouais, qui ont la maladie d'Alzheimer à la moitié de leur vie, quoi. Non, direct. Enfin, très vite, c'est des souris. Voilà, très vite. Dès qu'elles sont Mais adolescents, quoi. c'est adorable. En fait, j'ai eu plein de vidéos souris. Bon, c'est triste parce qu'elles ont Alzheimer, mais c'est adorable parce qu'il y a plein d'épreuves différentes. Et on voit les souris normales. Déjà, ils les prennent par la queue, ça c'est trop mignon. Elles sont comme ça. Ils prennent par la queue. Faire mal. Non, il faut prendre par la queue, sinon ça mord. Mais du coup, si tu leur donnes à manger, ça te mord pas. Tu les vois, les petites souris, genre ils les mettent dans une espèce de bassine où en fait il y a de l'eau, mais c'est de l'eau trouble, c'est de l'eau blanche, tu vois pas le fond. Et en fait, il y a un endroit dans l'eau où il y a une petite plateforme et tu peux te mettre dessus et du coup, t'as plus besoin de nager. Et donc en fait, ils foutent les souris. Alors tu vois, au début, elles galèrent toutes et au bout d'un moment, elles apprennent les souris. Et direct, elles vont à la plateforme parce que sur les côtés de la bassine, elles ont des repères visuels. Genre, elles ont une croix à droite, un carré à gauche. Ouais. Donc elles comprennent. Donc elles font un tour, hop, elles se repèrent où elles sont et directement sur la plateforme. Les petites souris qui ont Alzheimer, les pauvres, elles tournent, elles sont là. Elles sont trop mignonnes. Mais du coup, ça me fait penser à l'allemand parce que ça, c'est un environnement dit enrichi. Du coup, une fois qu'ils ont vérifié qu'elles avaient bien Alzheimer, que voilà, elles étaient bien empêtrées par rapport aux autres, ils se sont dit, bon, comment on peut essayer d'améliorer cette histoire ? Et donc, ils se sont rendus compte que des souris en labo classique versus des souris mises dans un environnement enrichi, comme ça, avec des jeux partout où ils changent, je sais plus à quel intervalle, mais au bout d'un certain moment, ils changent les jouets, ils remettent d'autres trucs, c'est coloré, des textures, des trucs à grimper, et avec d'autres souris, pour qu'il y ait de la sociabilisation, et bien du coup, ces souris-là, elles apprennent mieux que les autres. Donc ça m'a fait penser à cette partie du livre quand je l'ai appris. Ah bah oui. Et ça m'a fait rire parce qu'il a inventé l'environnement enrichi. Mais encore là, Algernon, elle a encore un QI énorme. Enfin, on voit Ouais. qu'elle est pas encore. Mais du coup, elle doit kiffer, hein. Versus sa petite cage en labo, là. Oui, encore et puis- au top de ses capacités, la souris. Ouais. Et puis là, il applique ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'elle a de la nourriture, qu'elle réussisse pas, et en fait, il se rend compte qu'elle apprend pour le plaisir d'apprendre, elle Ouais, c'est résout ça, les trucs c'est pour ça. le plaisir de les résoudre. Exactement comme lui. Exactement comme lui, et il y a quelque chose de très intéressant aussi sur le développement du QI, où finalement, il y a un peu cette idée que si tu pars d'un QI très bas et qu'on te donne les possibilités de développer ton QI, ben juste pour le plaisir de le faire, tu vas le faire. Ce qui nous fait un peu remettre en question aussi sur le fait que nous, il y a peut-être des trucs qu'on apprend. Enfin, tu sais, est-ce qu'on utilise au plein potentiel de nos capacités d'apprentissage juste pour le plaisir de le faire ? Moi, je vous le dis tout de suite, moi, c'est non. J'apprends Moi, des je trucs, mais. Je pense que ça, c'est en fonction de ton centre d'intérêt. Ouais. C'est que lui, il a Il fait a ça tout. toute sa vie. Donc voilà. Mais nous, moi, je veux dire, je sais pas à quoi je me suis intéressée qui intéresse personne il y a pas longtemps. Je sais pas. Mais tout d'un coup, tu te dis pas, je vais aller chercher sur internet. Et là, tout d'un coup, tu t'apprends plein de choses sur le même truc, alors que bon. Oui, mais c'est ça, mais on fait sur des centres très ciblés. Enfin, Voilà. moi, en économie, je suis une grosse bille. Je veux dire, j'ai même pas le niveau lycée. Enfin, on va pas se mentir, j'ai oublié tout ce qu'on m'a appris. Il y a la loi de l'offre et de la demande et c'est tout ce que je connais. Moi, j'aime l'argent. Moi, j'aime quand il rentre dans le Voilà. Et qui ne part pas. et qu'il part pas, mais que j'arrive quand même à avoir des trucs. C'est un concept. Mais Mais l'argent est fini, quoi. ce serait super, les 10 millions de clochettes sur sur iOS. Ah oui. Moi, en économie, je connais Tom Nook. Point. C'est tout. Mais c'est le maître. C'est celle que je connais. Mais voilà, lui, c'est. Enfin, t'as un peu l'impression que s'il y a une ouverture, le moindre petit truc qui pourrait améliorer finalement, ou une nouvelle connaissance à apprendre, ils vont aller la chercher. Ouais. Alors que nous, finalement, on cible sur des centres d'intérêt précis. Ouais.
Mais il y a plein d'informations que je sais que je pourrais aller chercher, mais que je n'ai pas du tout envie parce que je m'en fous, fondamentalement. Et Voilà. lui, tout l'intéresse parce que de base, il comprenait rien. Mais Donc c'est au ça. début du roman, il comprend qu'il comprend pas. Et là, en fait, il comprend qu'il peut, il peut apprendre de nombreuses choses sur plein de sujets. J'ai l'impression qu'Algernon, c'est un peu pareil, quoi. Qu'elle essaie d'apprendre tout ce qu'elle peut. Après, c'est peut-être une conséquence de l'opération, hein. On sait pas. Ouais, Effectivement. Peut-être que ça crée une appétence, hein, et que nous, on est des simples mortels. Voilà. Exactement. Non, mais ça, est-ce que c'est une conséquence d'opération ? Est-ce que Non, c'est parce aussi la conséquence de se rendre compte qu'avant on était moins et qu'on essaie d'enrichir le plus possible ? C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les effets positifs de l'opération, enfin le but, mais c'est vrai qu'on parle... Enfin, les effets négatifs, ou les effets indésirables, on dirait maintenant, les effets indésirables qu'on note, on a tendance à se dire que c'est une conséquence de l'effet voulu. Alors qu'on pourrait se dire que, par exemple, le fait d'être bloqué émotionnellement, on pourrait aussi se dire que c'est un effet indésirable de l'opération. Je sais pas, imagine, tu touches une partie... Alors, on sait pas où est-ce qu'ils vont trifouiller, mais ça se trouve, ils vont trifouiller dans certains endroits qui font que t'as pu... Enfin, je sais pas, je pars un peu loin, mais tu peux toucher certaines fonctions cérébrales, quoi, et les altérer. Peut-être que le fait qu'il se développe moins bien sur le versant affectif, c'est aussi un effet indésirable de l'abord chirurgical, tout simplement, où ils ont abîmé une partie de son cerveau. Non, Ouais, peut-être. Je trouve que c'est plus métaphorique, moi, en fait, justement. Dans toi, excuse-nous. Non, mais... Moi, je suis Elle est pragmatique, elle prépare sa thèse, mon poteau. Tu ouvres un crâne, tu tritures un cerveau, peut-être que tu peux abîmer des trucs. Oui, c'est sûr, mais bon, il n'y a pas une structure qui fait les liens affectifs, une structure qui fait les liens... non, mais comme ça. ce que je veux dire, c'est qu'on sait pas, et ça se trouve, il fout des trucs dans son cerveau et tout. Et puis ça se trouve, professeur Némur, il a Parkinson et il tremble. Je sais pas. Il a pas voulu faire son chef de clinique, c'est lui qui l'a fait tout seul. Et l'opération, elle n'est pas que chirurgicale, c'est une opération chimique aussi. En fait, il explique lors du congrès qu'il a enlevé une zone du cerveau qui était lésée et qu'il a rajouté, bon après c'est pas très bien décrit, mais qu'il a rajouté des produits chimiques pour remplacer les enzymes qui fonctionnaient pas. Donc en fait c'est à la fois chirurgical et à la fois chimique. Oui, mais parce que dans le cas de Charlie, c'est une phénylcétonurie qui lui donne son... Donc une phénylcétonurie, c'est une maladie des enzymes qui fait qu'il y a en fait un blocage qui va se faire très rapidement parce que les enzymes vont être sursaturées et que du coup il va y avoir un blocage du développement psychomoteur de l'enfant à cause d'une enzyme qu'on trouve dans l'alimentation. Il peut pas produire les bonnes protéines donc, ou les bonnes molécules et du coup... Donc parce que là du coup il y a quelque chose de chimique quoi dans la cause de ce retard. Et après aussi, juste après qu'il soit enfui en avion, il trouve un article de journal qui interviewe sa famille en fait. Et où ils disent qu'ils savent pas du tout où est-ce qu'il est, que ça fait 17 ans qu'ils l'ont mis à l'asile, qu'ils pensaient qu'il était mort. Et en fait, on voit sa mère et sa sœur qui étaient encore qu'un bébé quand il est parti, dire le débile là, on sait pas trop où est-ce qu'il est. Voilà. C'est horrible ça. Ouais. Alors qu'ils disent au début, là, au tout début, ils en parlent, avant l'opération, ils auraient retrouvé sa mère et sa sœur à Brooklyn. Et elles ont validé l'opération. Ouais. Oui, parce qu'ils ont quand même estimé que son consentement à lui n'était pas suffisant. Voilà. Donc, elles sont mignonnes de faire les interviews dans les journaux, mais quand même, elles étaient au courant qu'il était en vie avant son opération. Et aussi, dans l'article, il apprend que son père s'est séparé de sa mère et qu'il travaille, il est coiffeur dans le Bronx. Ouais. Et sachant que juste avant son opération, un des derniers trucs qu'il a pensé avant de s'endormir, c'est j'aimerais bien retrouver ma famille pour qu'ils voient à quel point je serais intelligent. Je crois que c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'il se souvient de quand est-ce que sa mère a laissé tomber l'idée de... Ouais, c'est là la scène du couteau que j'ai raconté, ça se passe maintenant. Ça se passe là, et en fait c'était à la naissance de sa sœur où elle a enfin eu un enfant entre guillemets normal, et où du coup elle a mis toute son énergie, elle s'est complètement focalisée sur la petite, et elle a complètement laissé tomber Charlie. En fait, elle l'a idéalisé, ça marche pas, elle a notre bébé, c'est un autre idéal. Surtout que c'est même pas de l'indifférence, c'est de la violence et de la colère envers... Roger. Exactement, du rejet envers Charlie. De ce petit qui répond pas à ses attentes et qui se développe pas. Qui déçoit ses constructions en fait, parce qu'elle doit avoir une certaine vision de la maternité. Et... Bon, ils sont hors clou là, avec... c'est trop dur à...
c'est trop dur à assumer pour elle. Mm. C'est la blessure narcissique, comme on dirait un peu en psychanalyse. Un petit peu, ouais. C'est la blessure narcissique. Bon, et du coup, quand il revient à New York, il se prend un appartement qui est 41e rue, voilà, à Campbell Hotel. Et il rencontre sa voisine, qui s'appelle Faye Lillman. Ouais, elle est complètement fantasque, Faye. Ouais. Elle vit dans un C'est une appart artiste. où elle a pas de serrure parce que, bah, quoi bon, finalement. Pourquoi faire Elle passe par les fenêtres, elle peint. Elle peint, elle lui ouvre en sous-vêtements. Oui. Dans les États-Unis des années 50, je sais pas. Tranquille, tranquillement. détendu. Elle peint des nus d'elle-même, qui Ouais. regarde avec beaucoup de délectation, on va pas se Non, mentir. justement, il veut pas regarder. Ça le gêne, il veut pas au début. Ouais, il y a Au quand même début. il y a toute une scène où il décrit la couleur de ses mamelons. Moi, j'étais un C'était petit ton- peu, Et il y a beaucoup de détails. un petit peu gênée. Mais c'est pas mal parce que tu vois, il le décrit, donc ça veut dire qu'il s'en souvient. Parce que pour l'écrire sur le Ouais. monsieur, Mais dis donc. Et C'est un peu son. Mm. Pas son opposé, mais on va dire que lui, il recherche une structure, il recherche tout ça, et elle, c'est l'inverse. C'est une femme qui habite seule, dans le désordre, qui s'assoit par terre, qui paie pas ses factures, etc., qui a pas de verrou à sa porte, enfin, qui vit très librement, quoi. oui, et puis on apprend assez vite qu'elle ramène des gens chez elle, enfin des garçons chez elle, avec une vie qui est une très- vie dissolue. dissolue. Une vie dissolue. Non, mais une vie qui est très libérée et qui détonne complètement avec Ouais. la vision de la femme parfaite de l'époque, Ouais. des Ah années oui. 50. On est loin de la tradwife, hein. Mm. Et, Comment ça, elle te lève pas à 5h pour faire des petits pains au four et partir le poulet, enfin, pour ce soir. Voilà, et très vite, il se crée une belle connexion entre eux. Ouais. Parce Ouais, qu'elle lui c'est un apporte peu- finalement un peu le grain de fantaisie. Ouais. Ouais, de C'est le folie, bol d'air frais là. C'est ça. Mm. Elle l'emmène faire la tournée des bars et danser dans tous les bars toute la nuit, quelque chose qu'il Là, n'a jamais fait. Ouais. il a fait la crise d'ado, là il découvre la vie étudiante. Exactement. Moi je vous le fais, hein. Là. Et surtout qu'on se rend compte qu'il peut être séduisant. En fait, c'est quelqu'un qui ne le connaissait pas d'avant, en fait. Mm. Et il a une vision, en fait. Elle lui dit pas, ouais, t'as l'air bizarre la première fois qu'elle le voit, quoi. Elle le prend comme il est, sans jugement. Et lui, ça se voit qu'il est un peu décontenancé par ça. Exactement. Et d'ailleurs, dans la soirée où il se murge complètement la gueule, là, et ben, il a un comportement qui est... donc lui, il se Ouais, souvient de il a rien. blackout, lui. Et elle lui dit « Oh, t'étais trop drôle hier quand tu jouais le demeuré, c'était Mm. phénoménal et On tout. aurait dit un enfant qui pleurait et tout. Et en fait, on se rend compte que c'était juste le Charlie d'avant dont il parle depuis Ouais. le début. Le Charlie est revenu. » Qui ressort quand il est... Quand il est Quand il est Quand trop il Quand il est est trop inhibé, bourré. quoi. Quand il est trop C'est bourré. ça. Et Donc ça, l'alcool est à consommer avec modération. Mm. Exactement. Attention. Quand on blackout, c'est que c'est trop loin. Et du coup, oui, il se Ouais. crée petit à petit un lien. Et assez rapidement, il arrive quand même à coucher avec elle. Oui. En... Ouais. Non, même- non, pas la première fois, il a pas Non, pas la première fois. Oui, bon, mais- c'est son éternel problème, mais c'est rapide en 2 fois. On veut dire en 2 fois, il y arrive. Et il a quand même l'impression qu'il y a l'ancien Charlie qui le regarde à travers la fenêtre. Alors ça, c'est trop bizarre. Ça, c'est très Il bizarre. dissocie complètement quand il y a des trucs trop stressants émotionnellement pour lui, il dissocie en fait. Mm. C'est le bon terme. Et Tout à notamment pour tout ce qui est, mais même, sexe. c'est... Oui, il dissocie, mais même au-delà de ça. En fait, c'est bien écrit parce que moi aussi, ça m'a vachement dérangé. On sent que ça le dérange, mais alors moi, ça m'a encore plus dérangé que lui, j'ai l'impression. Je suis là, ah, Mais moi aussi, ça m'a... bizarre. C'est gênant, ouais. Ça m'a beaucoup dérangé, surtout que il se voit vraiment comme lui, où on a presque l'impression que c'est un enfant qui le Ouais. regarde. Enfin, Ouais. il y a quelque chose C'est de... bizarre, ouais. c'est Mm. mal. On dirait qu'il le fait pas parce qu'il a envie, il le fait parce que c'est ce que font les grandes personnes un peu. Donc ça rend encore plus gênant. Ouais, c'est bizarre. Et Faye s'en rend pas du tout compte. Enfin, vraiment, Oui, elle, bah. Ouais. Bon, elle a l'air très détendue quand même. Ouais, hein. c'est bon, ultime, ça c'est Après, sûr. elle s'en rend pas compte, mais c'est quand même très narcissique en fait le récit qu'il nous fait. Enfin, il pense qu'à lui, il pense qu'à ses oui. émotions. Donc en fait, toute cette analyse, on n'a pas, surtout que ça vient d'un texte. Oui, c'est lui Enfin, qui le raconte. c'est lui qui le ouais, raconte, c'est sa donc, vision. On s'en Oui. rend plus compte à la fin où il se rend compte qu'en fait il était très très narcissique, mais Mais après, il a une vision de Faye qui est quand même assez... Enfin, pas toujours très tendre, quoi. Enfin, il la Je sais trouve pas pas s'il a toujours beaucoup très de théorie de futée. l'esprit. Il est... Oui, il sait mais pas, en même temps, elle a ce truc qu'il n'a pas. Ouais, Et Cette qui fraîcheur qui le fascine. fascine. l'insouciance. mais il se rend bien compte, enfin, il le dit plusieurs fois, que quand même, elle est pas très intelligente et elle le détourne de ses études, quoi. Ouais, et de il son dit projet. qu'elle pense qu'à boire, danser et à faire l'amour.
Moi, je trouve que c'est un beau projet de vie, mais bon. Pourquoi pas, hein. Ah, si on arrive à en tirer de les sous, franchement. C'est ça, vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Voilà. Ouais. Mais finalement, ça le fascine un peu. Ouais, ça l'intrigue, parce qu'en plus, c'est de l'opposé de sa mère. Et de toutes les... Ouais. Mais même Alice, le professeur Kinnigan, qui suit, ça a l'air d'être une femme très... Sérieuse. Très sérieuse, vraiment dans l'image qu'on se fait des femmes de cette époque-là. Côtoyer une personne comme ça le change, ça lui fait se rendre compte, parce qu'en plus il se rend bien compte, parce qu'il est très très intelligent à ce période-là, qu'il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à comprendre, mais parce qu'il les a pas vécues un peu. Malheureusement, en parallèle de tout ça, il voit bien que Algernon décline. Ah, là, Ouais. Et là c'est le moment où je commence à plus aimer le livre, moi. Ouais, c'est le moment où ça commence à être vraiment triste. difficile. Ouais. Parce que... Et on voit que il y a des moments où en fait elle a des difficultés à résoudre les ouais. labyrinthes et qu'elle a une espèce de crise presque de colère, un peu crise classique là où elle se met à tout en fait, à se jeter sur les murs et tout. Lui, il a jamais fait tellement de crises, mais il a des... Enfin, moi, attends, je me suis mal exprimée. Sur les mots... En fait, moi, je trouve que là, ce moment où Algernon, elle fait ces crises-là, où elle s'énerve, parce qu'elle n'y elle est arrive dans pas... sa cage, elle se jette contre les murs. Ouais. Je trouve que c'est le moment où elle ressemble le plus à Charlie. Parce que Charlie, alors, dès qu'il est frustré, ça provoque des mouvements de colère. Alors, pas des mouvements de colère violents envers les autres. Enfin, Pas de l'agressivité. Mais... Pas de l'hétéro-agressivité, mais disons des mouvements de colère internes où il s'auto-flagelle très très fort. Mais comme c'était insupportable, et comme pour Algernon qui se jette, enfin c'est insupportable pour elle de pas y arriver. Et je trouve que c'est le moment où on reconnaît le plus le caractère de Charlie dans la souris. Ouais. Mais après, le comportement de la souris, c'est vraiment un miroir de ce qui vit Charlie, parce que en fait, on sait pas ce qui se passe dans la tête de la souris, mais ça se trouve, toutes ces interrogations, elle les a eues après son opération, et s'est regardée dans son bol d'eau, elle a fait, mais attendez, je suis une souris. Non, en fait, tout ce côté, et en fait, elle est en avance par rapport à Charlie, et là, quand elle commence à avoir au début, c'est plus de l'auto-agressivité, où elle va se frapper contre les murs, mais après, il y a Faye qui va lui offrir une autre souris pour lui faire un compagnon dans sa cage. Et après, on va voir qu'Algernon, elle commence à avoir de l'hétéro-agressivité où elle va frapper, elle va attaquer l'autre souris, elle va mordre Faye. Mais en fait, exactement comme Charlie a vécu. Au début, c'est des interrogations. Après, on va voir qu'il va se mettre en danger lui-même en buvant trop d'alcool. Voilà. Et à la fin du roman, quand il commence à tout casser chez lui, c'est à ce moment-là que l'hétéro-agressivité arrive. Et là, parce que moi, je pense qu'elle se déprime, la souris. Complètement. Mais du coup, c'est des mouvements... C'est la dépression avec un masque hostile. c'est dit. Mais c'est que c'est tellement... imaginez, vous avez touché les étoiles et puis tout d'un coup, vous voyez descendre. Ouais, clairement. Et surtout, on sait pas jusqu'à où on va descendre. Là, t'as toutes les capacités cognitives possibles pour comprendre que ce qui va se passer, ça va pas te plaire. Ouais. Et que tu peux rien y faire, c'est immuable. Tu vas forcément subir ça. Bon, il se déprime. Hein. Mais c'est horrible. C'est sûr. Pas le choix. Et du coup, là, Charlie se dit que quand même, le temps presse. Il va falloir réfléchir. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que son temps est compté. Et du coup, il recontacte le labo et il propose le papier l'effet Gordon à Algernon. Oui, il a toute une période où il va étudier nuit et jour parce qu'en fait, il se dit je peux même pas dormir parce que demain, mes capacités auront... Enfin, c'est à ce moment-là qu'il il se rend compte qu'il est dans la pente descendante. Course contre la montre, là. Là, il est dans la pente descendante, il sait qu'il va plus monter, qu'il va faire que descendre et du coup, il commence à... certaines manies à vraiment ne plus dormir et à consacrer toute sa vie aux études et à tous les autres, à des trucs de plus en plus pointus quoi. Et c'est c'est là où il publie un papier. C'est ça. Et parce qu'en fait il se dit, mais au labo il lui donne une pièce carrément, il lui dédie une pièce à lui tout seul où il dit je continue à vous donner tous les résultats, je continue à faire mes comptes rendus, je continue à donner les résultats de ce que vous pouvez. Il rend même Algernon. Et à côté de ça, vous me laissez libre cours, open bar pour mes investigations, parce qu'il se dit, peut-être qu'il y a moyen qu'avec toutes les connaissances que j'ai, je trouve la faille qui fait que vous allez pouvoir me garder intelligent et tout, et il refait les études, les calculs 100 fois, et finalement, il tombe toujours sur le même résultat. Là, on est à peu près en août. C'est que immuablement, ça va mal se finir. Et du coup, il fait son papier qui s'appelle l'effet Algernon-Gordon, et en fait, le papier qui dit que plus on va augmenter les QI de manière artificielle, plus il va diminuer
rapidement en fait. Mm. Et lui, vu qu'il est passé de 68 de QI à 185, bah ça chute, elle est vertigineuse, on sait très bien que le livre il va mal finir et que c'est un drame. Ouais. C'est couru d'avance. C'est un drame grec qui arrive. C'est le Hollywood Tower à Disneyland. C'est On monte très très haut, on va descendre très bas et très vite. Ouais, Mais c'est... ouais, Moi, je trouve ça horrible. ce Ouais. passage. c'est horrible. Et Ouais. moi, le truc que je trouve encore plus horrible, c'est que juste après ce passage, en fait, Algernon va mourir. Ouais. Et en fait, la seule phrase qu'il a, c'est oh, ben, on dirait presque le début de L'étranger de Camus. Enfin, Oui, ça. Algernon est morte, Oui. voilà, elle est morte hier. Ouais. Voilà, en fait, il n'y a aucun affect. Bon, après, il dit que. C'est il- désincarné. Oui. il dit bien que, ok, enfin, quand il allait visiter le labo, avant, on lui montrait qu'ils étaient congelés puis incinérés les souris. Et là, il dit bien qu'il a pas voulu faire ça, qu'il lui a fait un enterrement, Ouais. qu'il lui a mis des fleurs. Mais quand Ouais. même, il n'y a Ouais. aucun affect. Vraiment, On y vient. on sait pas si lui, Moi, je pense ses que c'est capacités. défensif, hein. Ouais, bah, en fait, voilà, on sait pas s'il a vraiment ressenti les trucs, mais qu'il l'écrit pas et qu'il fait avec, ou que il est déjà résigné et presque il a plus le temps d'avoir un affect parce qu'il est vraiment dans le côté scientifique de sa démarche, etc. Et c'est un peu bizarre, moi, il m'a fait bizarre ce passage. Ouais, je pense que justement, on s'attendait à une effusion de larmes et voilà, Ouais. il fait un Mais contre-pied, quoi. En Exactement, disant, un voilà. énorme contre-pied, même un truc un peu. Mais- Vu qu'il est au top de ses capacités, ça aurait pu être un truc un peu poétique je sur crois que- mais non, là vraiment Je pas. trouve que c'est défensif, C'est hein. presque scientifique, quoi. Il dit bon, ben le sujet d'étude est mort presque. Mais alors après, ce qui montre que... Pour moi, ce qui montre que c'est défensif et que vraiment, il y a quand même... Il ressent beaucoup de choses, c'est où est-ce qu'il va la mettre, cette souris? Il la met dans le jardin de son appartement. Au fond la de la cour. cour, Au fond de la cour, ouais. de son petit appart. Et il y va régulièrement pour déposer des fleurs. Ce qui explique le titre du livre. Exactement, parce que Non, jusque-là, on se posait quand même des questions. C'est la fin du roman. C'est horrible, ça. Et, Et qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin. Mais bon, du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le labo. Parce qu'il Il guide dit, le labo, il dit de toute façon, il n'y a plus de temps. Les mecs, je Ouais, suis il désolée, en peut mais plus. voilà. Et puis, quand même, alors, je pense que c'est un peu la nature humaine qui veut ça, c'est il faut se raccrocher à quelque chose. Donc, il se dit, bon, je vais essayer de rester intelligent le plus possible. Il sait qu'il va redevenir bête, mais il sait qu'il va perdre ses capacités, donc il se dit, bon, je vais tout faire pour ralentir le processus. Exactement. Ce qui est loin d'être con. Donc, il rentre chez lui et il est en autarcie, le mec. Ouais, Il y a- entre-temps, il en profite quand même pour aller voir sa mère. Oui, bon, oui. Enfin, d'abord son père, et donc c'était ce que nous a raconté Bastien, où il parle de lui-même pour... Enfin, il parle Oui. à la troisième personne pour parler de lui-même, mais il n'arrive pas à lui dire que c'est son fils. Et puis après, il va voir sa mère. Et sa mère, c'est une scène qui est hyper touchante parce que Ouais. d'abord, elle le reconnaît pas. Mm. Et en fait, il se rend compte qu'elle a une Elle est maladie sénile. Elle est neurodégénérative. sénile, ouais. Elle est sénile. Et il y a quelque chose d'un peu de presque karmique, quoi. De... Bien fait. Non, mais alors, du coup, pas du tout vu comme bien fait, mais quelque chose de. Bah, maintenant, elle est dans l'état. Mais elle aussi, elle a oui. perdu son autonomie. Ouais. Elle aussi, elle est différente. Et Elle qui a toujours voulu lutter contre ça, finalement, Bah, se trouve c'est. dedans. Exactement. mais moi, au début, j'avais pas compris. Enfin, la première fois que je l'ai lu, je suis en mode, mais attends, mais il imagine cette. Enfin, ça avait pas trop de sens, ces dialogues et tout, mais en fait, c'est juste que c'est sa mère qui lui répond n'importe quoi et un peu dans le désordre. Mais moi, au début, j'étais en mode, attends, mais il imagine cette scène et tout. Non, Est-ce non. qu'il rêve? Non. Non, non. Et, Ouais, c'est vrai. et il rencontre aussi sa sœur, Oui, que finalement, il n'avait pas Ouais. vue depuis qu'elle était tout bébé. C'est Ouais. ça. Et, Et, que tout au long du roman, il y a plein de souvenirs qui lui reviennent de sa sœur, qui est même sa propre sœur, celle qu'il aime plus que tout, qui est méchante envers lui dès qu'elle grandit un peu. Oui, et elle se moque de lui. elle se moque, elle se moque de lui, et aussi, en fait, elle le déteste. Et il y a cette scène où elle veut avoir un chien, et en fait, elle lui dit non, tu t'occuperas pas de mon chien, tu vas lui faire du mal, c'est mon chien à moi, et tout. Enfin, vraiment dans le rejet envers son propre frère, Ouais. son grand frère. Mais parce qu'on se rend compte qu'à l'école, les enfants Ouais. disent qu'elle est la sœur du débile. Ouais, Enfin, voilà. ils sont C'est- super méchants. C'est Et il une y a... enfant, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que quand il la voit en tant qu'adulte, elle est super sympa. Oui, elle est trop touchée de Elle le est, revoir. elle est bienveillante, elle veut le revoir et tout, alors que lui, il s'était imaginé qu'elle le détestait, Oui. qu'il y a un énorme rejet envers lui, alors que c'était juste une enfant, quoi. C'est complètement. Exactement. Et ils partagent un repas très, très touchant, tous les deux, à renouer. Et il y a quelque chose de terrible parce que quelque part, il sait que c'est le premier, que c'est le dernier, quoi. Ouais. Et puis il s'en va, Ouais, laissant c'est- Norma avec sa mère. Ouais, il s'en va un peu rapidement, Mm. sans se retourner, quoi, parce qu'il sait qu'il peut pas se retourner. Mm. Très triste. ce Ouais. moment-là.
Ouais. Et puis après, il y a aussi tous les passages, parce qu'en parallèle, il continue sa relation avec Miss Kirinan. Ah oui. Donc il lâche petit à petit Faye, Ouais. qui le trouve quand même de plus en plus bizarre, surtout qu'il commence à vachement s'énerver. Ouais, non, il devient là, on arrive à la fin du roman, Ouais. il commence à être très irritable, à être Ouais. très violent, enfin peut-être pas très, mais il commence à devenir violent et très Agressif. irritable, Ouais. agressif. Et pas envers tant les gens, enfin envers les gens, c'est plutôt par les mots, Ouais. parce qu'il me semble pas qu'il Oui, lève la main il sur a- qui que il ce agresse soit. pas les gens. Par contre, il te défonce l'appart, putain, une tornade. Hein. Ouais. Mais justement, Faye, elle a changé sa serrure, alors que ça faisait plusieurs années Elle avait pas de qu'elle serrure. avait pas changé. Et là, justement, c'est un peu la fin de leur relation, on s'en rend compte avec la phrase « elle a changé sa serrure ». Ouais. Donc là, c'est fini. Ça, c'est un truc qu'il fait très bien dans le roman, pardon, c'est qu'en fait, il explique pas tout, mais en très peu, en des courtes phrases, on se rend compte de situations et de contextes. Ça, j'ai adoré dans ce livre. Oui, c'est vrai que c'est très, c'est assez clair et C'est fin. économe en Ouais. mots. Enfin, il y a quelque chose de très très économe. sur le ressenti, Ouais. qui est hyper important, enfin hyper intéressant, je trouve. C'est un peu chaud dans le tel, hein, presque. Ouais, énormément. Ouais. Et du coup, en parallèle, il renoue avec Miss Kirinan, et dans quelque chose aussi qui est hyper touchant. En fait, il redescend vers son niveau. Du coup, pendant un petit laps de temps, ils vont être au même niveau, ils vont se recroiser, et du coup, ils vont pouvoir construire quelque chose. Et puis, avant qu'il continue sa dégringolade, et c'est, il y a quelque chose d'un peu dramatique, quoi, où Bah elle oui, l'accompagne avec tout ce qu'elle peut, en supportant les crises de colère, l'autarcie, les mouvements, l'apathie. Parce que, en fait, ça fait un peu... ça fait neurodégénératif, où finalement, il se retrouve allongé dans le lit, il s'ennuie pas, enfin... Et puis, en même temps, il a encore assez de capacité d'élaboration pour comprendre ce qu'il vit et se dire, bon, là, ce que je vis, c'est ça. Moi, ce qui m'a vachement touchée à ce moment-là, c'est quand il décide de relire le papier qu'il a écrit, là. Ouais. Oui. Et qu'il n'arrive plus à comprendre ce qu'il a écrit. C'est pas lui qui l'a écrit. Il dit, je comprends même pas les mots que j'ai utilisés et tout. Et alors ça, c'est joli, parce que c'est tout à fait factuel. Il sait que c'est lui qui a signé, c'est lui qui l'a écrit, mais quand il relit, il dit, c'est fou. Moi, je trouve que c'est une grosse réflexion sur la vieillesse et la perte d'autonomie qu'on peut avoir. Enfin, là, c'est pas une perte d'autonomie qu'on voit chez quelqu'un d'autre, c'est sa propre, la seule. C'est quelque chose de mais il se voit diminuer. Il se voit diminuer, il peut rien y faire, il sait que ça va pas s'améliorer, c'est pas une maladie aiguë ni quoi que ce soit. Donc c'est un côté vraiment à un moment, dramatique. Il parle un peu de suicide aussi, mais finalement, c'est pas un truc ultra abordé. Moi, je pensais il y a juste une phrase, j'ai des envies de suicide au début d'un... Moi, je pensais que ça allait être vachement plus développé, parce que quand même, il se déprime fort, enfin, il y a quand même un truc de perte d'espoir, enfin... Bon, moi, je me suis dit, il va y avoir... Quand la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, on court vers ça. Oui, moi aussi, je me suis dit, vers le suicide. Voilà, ça va être ça, il est seul, enfin, voilà. Et finalement, pas du tout, il y a une phrase et fini. Alors, est-ce que c'est une volonté de pas se lancer dans un truc un peu délicat? Il est sorti en 1960 aussi, le livre. Peut-être. Mais quand même, c'est bien de l'avoir évoqué, de dire que voilà, quand même, il est un peu au pied du mur. Voilà, oui, c'est dur d'avoir des espoirs. C'est aussi intéressant que ce soit pas l'option choisie, non. En disant que il y a quand même si c'est pas la vie la vie dans la norme que nous on a pour nous-mêmes, en fait la norme elle se recrée et qu'on peut choisir une autre voie. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit pas l'option qui soit choisie. Moi j'aurais trouvé ça vraiment triste et presque ça ferme la porte à l'espoir. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, voilà, on peut être heureux comme on peut ne pas être heureux, peu importe nos capacités, parce que voilà, c'est un peu, comme je disais au début, on a l'imbécile heureux, et puis en fait, il rencontre la souffrance, parce que voilà. Mais il s'en rend compte, il ouvre les yeux. Et moi, l'autre passage qui m'a beaucoup touchée à ce moment-là, c'est vraiment tous les passages où il se dit, je sais qu'il faut que je sorte de mon lit, je sais qu'il faut que je travaille pour préserver ses capacités, et qu'en fait il n'y arrive pas, et où j'étais en mode on voit bien un peu la lutte, le conflit interne, enfin moi c'est ça qui m'a fait vraiment penser à la dépression, quoi, où on est avachi dans son lit, on s'en veut de pas faire les choses, et en même temps on n'y arrive pas, quoi, il n'y arrive pas. Et le dernier truc qu'il fait avant la fin, c'est quand même d'aller visiter l'Institut Warren. Non, attends, moi j'ai un truc aussi que j'ai adoré, c'est qu'en fait il retourne à la boulangerie parce qu'en fait par la force des choses, en fait il a tout perdu, et c'est comme s'il reprenait ses anciens schémas, en fait il retourne à la boulangerie, il retourne au cours de Alice, et en fait quand il retourne à la boulangerie, il y a un nouveau, et ce nouveau en fait il commence un peu à le brutaliser, et au lieu de se rebeller et tout, en fait il va faire comme avant, en fait
il lui attrape le bras, le nouveau, il commence à lui tordre, et après, du coup, Charlie, lui, il se fait dessus. En fait, du coup, il y a tous ceux qui se moquaient de lui, Joe, Frank et... il n'y a plus Gimpy, pardon, mais direct, ils disent au nouveau d'arrêter tout de suite et ils prennent sa défense. Ouais. Et moi, j'ai adoré ce passage parce que, ok, c'est des connards, ok, ils se sont moqués de lui et tout, mais en fait, il y a quand même une... je vais pas dire bienveillance parce qu'ils sont quand même des gros connards au début, mais... il y a de l'attachement, quoi. C'est pas que de la méchanceté, c'est pas de la dichotomie non plus. Et j'ai beaucoup aimé, même si, comme on a dit, ça se fait en une phrase, quoi, ça donne de l'espoir et ça dit que les gens peuvent changer, quoi. Ok, quand il est devenu hyper intelligent, ils étaient super ils ont eu peur, Ils ont eu super peur. Ils étaient jaloux, mais là, quand les papiers sont sortis dans la presse, donc ils ont bien compris ce qui s'était passé pour lui. Ouais. Et quelque part, ça les a rassurés dans leur ego, en se disant... Finalement, moi non plus, j'aurais pas pu. Enfin, il s'est pas foutu de ma gueule et en plus, c'est pas moi qui suis devenue soudainement bien plus stupide. Bon, après, ils ont vécu le truc de. Avant, c'était les plus intelligents, puis tout d'un coup, c'était eux les plus cons. Hein. Donc ça te fait relativiser, tu prends un autre point de vue, tu prends du recul. Voilà, ça aussi, ça met les choses un peu en perspective. Oui, mais bien sûr. Puis après, il y a aussi le fait que. Ils cheminent. Et je pense qu'il y a un truc un peu d'apaisement de l'ego quand on te dit. De toute façon, il était plus intelligent que toute la planète. Oui. Donc, en fait, ça ressemble plus sur toi, quoi. Oui, c'est un truc. C'est vrai. Mais avant ce passage à la boulangerie, quand il est encore intelligent, il va visiter l'Institut Warren où possiblement il va finir ses jours. Parce qu'il sait que ça va être compliqué. Pour voir comment ça se passe tant qu'il a encore la capacité de comprendre. C'est ça. Et en fait, pareil, c'est un passage qui est hyper touchant parce que on voit bien qu'il a une connexion hyper forte avec les autres personnes qui sont limitées sur le plan cognitif. Mais en même temps, il voit bien que c'est ridicule la production qu'ils font. Par exemple, le garçon avec son truc de menuiserie, là, c'est quand même... il voit bien que c'est complètement défaillant et que la production n'est pas là, mais il voit aussi que le projet, c'est pas de produire, mais d'essayer et de les accompagner vers le développement des capacités et de les valoriser dans ce qu'ils savent faire. C'est ça, surtout qu'il le valorise, même si c'est très nul, il est valorisé. C'est ça. Il faut mettre ça en contraste avec tout ce qui se rappelle de son enfance où ça a été que humiliation. Exactement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si terrible. Alors bien sûr qu'il y a quand même une vision de l'époque avec 2-3 trucs un peu maladroits, quoi, quand il parle des attardés, quand il parle de quelque chose. Et notamment quand Charlie dit... je sais plus ce qu'il dit, mais il y a un moment où il parle avec un des profs. Et le prof, il est choqué parce que dit Charlie, je sais plus exactement ce que c'est, et où Charlie sourit et en fait il dit il comprendra quand il me verra, quoi. Et il y a quelque chose de très fort, je trouve, assez intéressant sur comment on perçoit l'autre aussi, de genre un peu ce qui est acceptable de dire quand tu y es pas. Enfin tu sais, il y a un truc un peu de quand tu y es pas, tu peux pas en parler. Tu vois, t'es pas légitime à avoir de réflexion. Si tu n'as pas l'expérience, voilà, tu peux pas tellement... Et donc, du coup, ça choque le prof, qui dit, mais en fait, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il en sait ? Oui. Et où Charlie dit, j'en sais quelque chose. Donc, c'est, voilà, quand il est à l'Institut Warren, il y a un passage où il parle avec une dame qui lui dit, eh bien, combien de personnes connaissez-vous qui seraient disposées à prendre un homme adulte dans leurs bras et à lui donner le biberon, et à risquer que le pauvre urine ou fasse ses besoins sur elle ? Vous semblez surpris, vous ne pouvez pas comprendre cela, n'est-ce pas ? Du haut de votre tour d'ivoire de chercheur. Que savez-vous de ce que cela signifie d'être exclu de toute expérience humaine, comme nos patients l'ont été ? Et là, du coup, Charlie fait « Je ne puis réprimer un sourire », et il se méprit apparemment, car il se leva et se mit brusquement fin à notre conversation. Si je reviens ici pour y demeurer et qu'il découvre toute mon histoire, je suis certain qu'il comprendra. Il est homme à pouvoir le faire. Et je trouvais que c'était hyper fort, parce que finalement, il y a cette personne qui est très... oui, présente bien. Qui présente bien, qui est dans son truc, qui vient pour visiter, qui explique pas du coup le projet. Qui est en costard, très bien habillé. Lui, il dit qu'il vient pour racheter l'institut de base. Je me souvenais plus de ça, mais il vient en tout cas pour le visiter. Pour, ça, et en fait, il veut tout visiter parce qu'il veut le racheter. C'est ça. Et où il y a une vraie humanité quand même des soignants de l'institut. Alors certes, ils ont peu d'espoir pour leurs patients, mais en même temps, ils en ont. Il les aime profond. Enfin, il y a un vrai attachement, quoi. Là, et bref, ça m'a beaucoup parlé, notamment au vu de nos études, quoi, où je trouve ça moi, ça m'a beaucoup interrogée sur comment je me mets à la place des autres que je soigne, ceux qui ont des gros troubles, tu vois, qu'ils soient neuro ou psy, justement.
de comment on les traite dans la société, et comment moi je peux essayer d'accéder à cette bienveillance-là, quoi. Je trouvais que c'était hyper intéressant, hyper fort comme passage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été choisi sur notre cours d'éthique médicale. Et oui. Voilà. On arrive à la fin. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et en fait, pour quelle raison il choisit pas le suicide? Harry, si jamais tu... Je sais pas. Bah en fait, c'est parce qu'il dit qu'il y a l'autre Charlie, le Charlie bête qui est toujours à l'intérieur de lui, et que là, c'est temps de lui rendre sa place un peu comme un... Comme si il s'éclipsait, j'avais pas compris, j'étais là. Quels sont les pour et les contre? Marie, donne-nous les pour et les contre de se suicider. Alors les pour, la vie n'est pas une solution. Les contre, c'est que la vie est finie, vraiment. J'étais là, je sais pas, une question épineuse. Non, c'est que vraiment il s'éclipse au profit de l'ancien Charlie. Compris. Et en fait, il y a quelque chose de vachement... il y a beaucoup d'espoir dans cette fin de roman. Alors, certes, qui est très dur selon nos Manou, mais quelque chose de... Je réouvre la porte à quelque chose d'autre. Il y a de la vie. Qui peut potentiellement bien se passer, même si ce sera moins riche. La fin du roman, elle est presque mystique, franchement. Encore le côté où il est encore intelligent, mais qui sent que ses capacités le perdent. Et là où il a clairement perdu ses capacités, il devient... et aussi... Il devient grabataire, enfin, il n'arrive plus à rien faire. Il a presque des réflexions mystiques sur la double personnalité, etc. Ouais. Après, ça, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'il est capable d'accepter ou non. Hein. Pour moi, ce truc-là, c'est un peu ça, c'est il se protège comme ça. Mais après, il y a aussi un truc qu'on n'a pas abordé, dont on a beaucoup parlé au début, c'est que on le voit décroître avec aussi comment il écrit. Oui, on retrouve le Charlie du début. Ça devient imbitable à nouveau. Non, franchement, il s'est beaucoup amélioré quand même. Oui, c'est beaucoup amélioré. Mais c'est pas parti, même pour les dernières pages. Il conserve encore. Ce qui veut vraiment dire que c'est pas l'autre Charlie et le nouveau Charlie, c'est que vraiment c'est la même personne. Mais que c'est trop, pour moi, c'est trop douloureux pour lui pour l'accepter, donc il se protège comme ça. Mais moi aussi, ça me fait un petit parallèle avec les maladies neurodégénératives qu'on connaît, où en fait la première année, alors je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, la première année après le diagnostic, c'est là qu'il y a le plus de risque de suicide. Parce que je trouve qu'on est dans le même cas, c'est-à-dire que on a encore nos capacités un peu, et on se dit, je vais forcément, du coup, me détériorer sur le plan cognitif. Et en fait, c'est insupportable. Donc, c'est là qu'il y a le plus de passage à l'acte. Et finalement, quand on arrive dans une phase où les troubles cognitifs s'installent, je pense qu'il y a un peu ce truc d'anosognosie qui arrive et qui vient calmer cette souffrance-là un peu. Mais je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Il y a un peu de ça, mais quand tu vois sur les patients, je pense à ceux qu'on voit en soins aigus Alzheimer, par exemple, où des fois il y a des moments d'angoisse qui remontent terriblement. Oui. Moi, je me demande si aussi l'échec des passages à l'acte, il n'est pas aussi dû au... la détérioration des capacités de planification. Ça peut le faire. C'est comme le patient que j'avais vu qui essayait de se pendre en tirant sur 2 fils. Oui, ça n'aboutira pas. Ça ne marche pas. On vous donnera pas des tips, mais franchement, c'est sûr que oui. Il y a un peu des deux, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un apaisement. Avoir un trouble neurocognitif majeur, c'est sûr que ça te protège un peu du... Enfin, pas tout le temps, hein, mais ça te protège du suicide pour les suicides un peu trop compliqués. Oui, voilà. C'est comme être tétraplégique, c'est un peu plus compliqué de se suicider. C'est sûr, il faut de l'aide. Mais moi, je pense que ça pèse un peu avec ça parfois. Et aussi, je pense que comme pour lui, c'est connu, c'est enfin, il y a un côté un peu rassurant. Il sait que voilà, il connaît, il y a ça. Et puis, quand même, il se préserve lui-même en allant visiter l'Institut Warren. Enfin, quand même, il se construit un truc bienveillant pour lui. Il sait que son futur, c'est ça. Et ça donne de l'espoir parce qu'on voit qu'on peut construire un projet de vie, en fait. Ouais. Même si on sait que voilà, la finalité, c'est pas celle qu'on espérait pour nous. Hein. Enfin, personne n'espère ça. Mais on sait qu'on peut quand même essayer. On peut quand même essayer de faire un projet de vie. Et qui nous rend pas malheureux dans le fond. Et que c'est pas déconnant. Enfin, il est pas à côté de la plaque, quoi. Voilà, il se fait pas des plans sur la comète en disant je vais faire ci. Il est assez terre à terre et puis finalement il y trouve son compte. Voilà. Et on conclut le livre sur la phrase qui m'a le plus brisé le cœur. Surtout qu'il conclut il écrit un peu une lettre à tous ceux qui l'ont connu. Pas être triste. Oh, j'étais là. Vas-y, tu veux la lire, Bastien? On vous spoil complètement la fin du livre. Hein. Je vais pas tout lire, mais les dernières lignes. Le dernier paragraphe en fait du livre, c'est: en tout cas, je parie que je suis la première personne bête au monde qui a trouvé quelque chose d'important pour la science.
important, il écrit ça 1, plus loin important. Enfin, il recommence à réécrire mal. J'ai fait quelque chose, mais je ne rappelle plus quoi. Je suppose que c'est comme si je l'avais fait pour tous les gens bêtes comme moi qui sont à l'asile de Warren et partout sur la Terre. Adieu Miss Keenan et le Dr Strauss et tout le monde. PS. Dites s'il vous plaît au prof Nemur ne pas être si grognon quand les gens rient de lui et qu'il n'aura plus d'amis. C'est facile d'avoir des amis si vous laissez les gens rire de vous. Je vais avoir beaucoup d'amis là où je vais. Et PS, si par hasard vous pouvez mettre quelques fleurs s'il vous plaît sur la tombe d'Algernon dans la cour. Oh. Et là, on chiale. Et là, On chiale, ouais. Et là, On c'est chiale fini et là. on pleure. Là, tu fermes le livre et tu repenses à tout ce que tu viens de lire et tu regardes un peu le mur là pendant 2-3 heures. Ouais. Non, mais C'est- c'est terrible la fin de ce livre, ouais. À chaque fois, Mais ça surtout que ça reprend arrive les très très émotions. vite et en même temps qu'il n'y a pas de... Et puis c'est toujours très gentil, quoi. Il Justement, pense aux autres, en fait. Et il n'y a pas Ça beaucoup va. de mots en fait, justement, c'est ça le enfin, il n'y a pas une situation où tu vois tout le monde qui est triste en fait, tu vois juste lui qui sait qu'il va repartir dans les Ouais. méandres de sa bêtise et qui va perdre tout ce qu'il a vécu, mais en même temps qu'il en est toujours conscient. Et ben, tu vois qu'en fait il est toujours aussi gentil en fait, et le dernier truc qu'il souhaite, même au professeur Nemur qu'il a utilisé, qu'il a amené sur sur scène pour le présenter comme un cobaye, ce qui est bon à la fois quand tu lis ça dans Regard Éthiquement, c'est bof. en soi, c'est dans bof, Regard mais- extérieur, il y a eu des centaines et des centaines d'expériences faites sur des malades qui ont permis d'améliorer la science, mais vu que c'est le personnage principal de ça et qu'il a très mal vécu, mais même à la fin, il sait que c'était pour le bien en fait qui a été fait. Il n'y a pas de ressentiment négatif. Ouais. Mais ça revient souvent aussi dans le livre qu'il fait ça aussi pour tous les autres gens bêtes Ouais. comme lui. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il selon a ses accepté mots. dès le début. Et c'est hyper touchant aussi ce sacrifice sur l'autel de la science, quoi. On n'en serait pas tous c'est capables. ça. Enfin, moi, personnellement, C'est j'en ça, serais c'est pas ça. capable, mais. Ou alors avec une très bonne rémunération. Mais, mais non, mais c'est. Enfin, il redevient très touchant. Là où, sur quand même l'évolution, il était tellement c'est plein devenu de un connard, colère que c'est- franchement, Oui. il était, presque- agaçant. Ouais. il était désagréable. C'était Et là, difficile de le suivre, mais Ça y est. il redevient trop mignon. Et Ouais. ça vous fait pas penser à un épisode de série Oh, l'ouverture. Non, parce qu'alors, il faut savoir que j'ai un peu travaillé mon sujet, c'est-à-dire que j'ai ouvert Wikipédia. Moi, j'ai ouvert ChatGPT, chacun son J'ai ouvert Wikipédia et en fait, j'ai lu un peu là, et t'as pas mal de trucs, genre les adaptations et tout. Mm. Et quelle ne fut pas la surprise de voir qu'il y a un épisode des Simpsons. Mais putain, j'allais en parler. Mais toi, tu l'as trouvé comment? Mais moi, ChatGPT te l'a dit. Non, mais non, parce que moi je regarde les Simpsons régulièrement, enfin, j'en suis à ma 5e visionnage, je pense, depuis le début de ma vie, donc je connais l'épisode par cœur. Moi, cet épisode, je Je le connaissais aussi et j'ai Mais pas pareil, du tout fait Mais le moi lien. je suis Mais hyper pareil. fan des Simpsons et donc forcément j'y ai pensé, mais direct quoi. Ah ouais. J'ai commencé à lire le résumé, j'ai dit putain, on dirait l'épisode avec Homer et son crayon. Ah, moi, j'ai Et ben j'ai voilà. pas du tout fait le lien. Donc, alors, pour les amateurs qui ont Disney+, parce que, ou qui veulent le télécharger, C'est dur à trouver. c'est l'épisode 9 de la saison 12 des Simpsons, et le titre, c'est Le cerveau. Donc, Bah, en fait, c'est un épisode qui est hyper touchant où Homer, on se rend compte qu'il a un crayon dans le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il s'enfonce des crayons dans le nez quand il est petit et que c'est ça qui le rend stupide. Et alors, je vais vous... Là, je partage et j'ouvre. Moi, la relation Homer-Lisa, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'adore les Simpsons parce que je m'identifie énormément à Lisa. Non pas que je sois brillante et non pas que Mais mes tu parents joues du soient stupides. saxophone. Et je joue pas le saxophone. Oui, Et t'as un collier de perles. c'est le côté non mais c'est le côté T'es en décalage primaire. parfois où j'ai l'impression de pas être toujours un peu enfin de pas forcément qu'on se comprenne trop, notamment avec mon père. Alors non pas que mon père soit stupide, vraiment vraiment pas, Ce mais sera dit, répété, amplifié. non, mais des fois j'ai l'impression qu'on se comprend pas et qu'il y a ce même décalage pour des raisons très différentes. Mais et du coup en fait cet épisode il est centré sur la Ouais. relation Homer-Lisa qui moi me touche énormément et où en fait du coup Homer accroît ses capacités cognitives ils se avec rencontrent- l'opération. Il passe donc de Ah de 60 à genre 105 de QI, incroyable. Et en fait, au fur et à mesure du parcours, il perd tous ses potes. Ouais, il fait fermer la centrale. Il fait fermer la centrale. Mais ça fait penser à la boulangerie. Mais c'est ça, il Et perd tous. Il est exclu du bar avec ses amis Voilà. parce que, Il en est fait, plus assez bête, Il rigole il pas. rigole pas des mêmes Il va trucs. voir un film ou une pièce de théâtre. Il va je voir sais un plus. film avec genre une espèce de rom-com et il dit Ouais, bah, c'est mais pour c'est une pas avance, drôle. elle va terminer avec lui. Et tout le monde est en mode mais ferme ta gueule, tu me Oui, saoules. il dit que c'est pas drôle. enfin. Ouais. Ouais. Et du coup, ils il y a sont super une seuls. souris à un moment.
Quand en fait ils lui font, parce qu'en fait au début il perd beaucoup d'argent, je crois qu'il investit dans un truc, il perd investit dans les citrouilles, et puis c'est ça, et puis c'est Barney au bar qui lui dit bah moi je suis devenu cobaye humain, tu devrais essayer, ça gagne bien, donc il y va et en fait ils lui font des tests pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire avec lui. C'est là qu'il découvre qu'il a le crayon là en faisant une radio et tout. Et en fait, il fait c'est marrant parce qu'il est genre en blues, il fait un jeu sur une table où il faut taper sur des boutons qui s'allument et il y a une souris en face de lui qui appuie sur le bouton plus vite que lui. C'est un super Simon. Et tu vois les scientifiques qui sont derrière la vitre, ils font mais il a amené sa souris, mais il est trop bizarre et tout. Genre, tu comprends qu'en fait, il n'y avait pas de souris normalement. Mais c'est ça m'a fait trop rire. C'est très drôle comme épisode. Et ce qui est très touchant, du coup, c'est que la seule personne qui garde, alors contrairement à la souris, pour le coup, c'est sa fille. C'est sa fille. C'est sa fille. Et en fait, à la fin, il trouve tellement insupportable d'être isolé de tout le monde qu'il préfère redevenir bête et donc il se fait réenfoncer un crayon dans le nez par Momo, qui est le chirurgien sur la table de bière. En gros, genre, il passe par le docteur Hébert, donc le vrai docteur de la série, qui dit « Ah mais non, jamais je ferai ça ». Il va voir le docteur Nick qui dit « Bah quand même bof », alors que le docteur Nick, il refuse quand même peu de choses. Et puis finalement, le dernier chirurgien clandestin qui fait ça, c'est Momo, dans le bar, sur la table de billard, avec un burin. Et donc, bon, ça donne lieu à beaucoup de vannes. Et il y a c'est touchant. Et il y a une lettre. Il rentre chez lui. Ouais. Et en fait, Lisa avait compris qu'il allait le faire. Elle avait dit à Marge en lui disant il y a un de mes crayons qui manque. Il me manque un crayon et tout. Et en fait, ils le voient arriver. Ils font oh non. Et en fait, ils comprennent qu'il est con. Et Lisa, elle est effondrée. Et puis il se retourne, il part ailleurs. Et là, il y a une lettre qui part de lui, enfin qui tombe de sa poche. Elle la récupère. Elle dit oh mais c'est quoi? Et il lui dit oh c'est un truc que j'ai écrit avant l'opération. Et elle voit il écrit pour Lisa. Et là il ouvre la lettre et c'est le Homer intelligent qui lui parle en lui disant que comme le dernier compte rendu lui disant qu'il était ravi de passer du temps avec elle. Et de se rendre compte à quel point elle est intelligente et tout. Et c'est hyper touchant. Moi je chiale à la fin de toujours cet épisode. Mais il y a une phrase qui était un peu jolie, c'est il dit laissez-moi redevenir un imbécile heureux. Oui, c'est joli ça aussi. Voilà. Moi j'adore cet épisode. Un peu la question du livre. Exactement. Voilà. Quelle belle ouverture. Voilà, et donc, du coup, vous pouvez regarder, c'est beaucoup moins long que de lire le livre. Oh ça va, il est pas long, il fait que 300 pages. Alors, du coup, avant de demander vos avis, même si je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de suspense pour cet épisode, je déteste. Sachez quand même que c'est un livre qui du coup fait 252 pages, donc il est très rapide à lire si vous voulez le lire. Et il a 4,22 étoiles sur 5 sur Goodreads, ce qui est une note phénoménale. Il n'y en a pas beaucoup d'élèves qui en ont autant. Ah ouais. Avec presque plus de 32 000 reviews. Donc franchement... C'est un classique. Je pense que c'est une valeur sûre, quoi. Ouais, mais finalement, c'est pas tellement connu. Ouais. Tu vois? Non, moi j'ai découvert grâce à toi et j'ai adoré. Sous-côté. C'est vachement sous-côté. Alors du coup, on va commencer par Marie, du coup. Bah j'adore. Mais alors c'était la réflexion que je me faisais. En fait, j'ai appelé ma mère là il y a quelques temps et je lui ai demandé si c'était elle qui m'avait passé le bouquin ou pas, parce qu'en fait ce bouquin du coup que j'ai depuis j'ai vu, il date de 2010 là, lui. Il a été édité en 2010. Et bien en fait, je sais que je l'ai récupéré chez mes parents, enfin quelqu'un me l'a donné et je l'ai lu et depuis je l'ai gardé. Et alors ma mère me dit non, c'est pas moi, donc c'est forcément mon père qui me l'a refilé, et je pense que j'étais fin collège début lycée. Donc je devais avoir, je crois, 14-15 ans la première fois que je l'ai lu. Et je l'ai adoré. Et depuis, j'ai dû le relire 3-4 fois. Et là, c'est un peu la 5e fois, mais je l'ai pas relu en entier. J'ai relu que certains passages. Et non, mais c'est toujours un plaisir de le relire, même si je sais ce qui va se passer. Ouais. Parce que c'est bien écrit, c'est joli. Le fond et la forme sont super. Je sais plus si je l'ai dit au début, mais à la base c'était une nouvelle qu'il a adaptée en roman après. Oui, où il a eu un prix. Il a eu un prix pour le roman et la nouvelle. Il a eu le prix Hugo 1960 du meilleur roman, la meilleure nouvelle, pardon, voilà. Et le prix Nebula de 66 pour le meilleur roman. Voilà. Exactement. De la nouvelle, il a créé le roman. Ouais. C'est ça. La nouvelle, elle date de 1950 et des poussières. Et le roman, c'est 1960 quelque chose. 66 et 56 la nouvelle et 66 le roman. Et toi, Bastien? Ouais. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup adoré la réflexion philosophique et médicale, éthique autour de ça. Bon après franchement, j'ai trouvé ça un peu enfantin à certains moments, avec beaucoup de choses qui sont
vu que ça vient d'une nouvelle, en fait, on sent très bien que ça vient d'une nouvelle avec des énormes pans qui sont pas développés de l'histoire que j'aurais aimé développer, mais ça se lit très bien. C'est pas tire-larme, c'est... Non, mais c'est vrai, C'est pas tire-larme, on a tous chié. Non, Moi, mais j'aime bien mais tire-larme dans le Ouais. sens où ça va pas être en mode oh regardez la souris se elle victimise meurt. pas, Non, voilà, c'est pas vraiment, mélodramatique. c'est pas du tout mélodramatique, c'est quelque chose de presque réel en fait, on dirait que c'est presque un documentaire. Et franchement j'ai adoré, ça se lit bien, ça se lit vite. Et voilà. Ouais. Et Je toi, mettrais Domi 4,22 sur 5 environ. Moi, j'ai mis 5 sur 5 sur Goodreads, j'ai adoré. Franchement, je trouvais que c'était incroyable. Je trouvais que c'était hyper intéressant dans notre... Enfin, en tout cas, pour moi, pour l'approche que j'ai du patient... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychiatrie, mais pour l'approche que j'ai des patients qui n'ont pas les mêmes référentiels que moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Puis c'est des interrogations que je me pose beaucoup en ce moment sur comment ne pas projeter mon propre référentiel sur l'autre, du coup, sur le patient, pour le soigner au mieux. D'ailleurs, c'était même un petit peu le fond de notre cours d'éthique de la semaine dernière. Donc, Totalement. j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman sur les réflexions qu'il apporte. C'est vrai que il y a des moments où j'aurais aimé que les autres personnages soient un peu plus développés pour comparer pour comparer, pour remettre Charlie un peu dans son contexte, mais finalement je suis hyper contente que ce soit pas le cas parce que il y a en fait c'est vraiment son ressenti à lui, ça se ressent sur lui et c'est quelque chose de très c'est beaucoup de réflexion, hein. Enfin l'histoire est quand même pas je veux dire ça se résume en 2 phrases, hein, ce qui se passe dans le livre. Mais il devient intelligent, puis il redevient bête. Voilà, et entre-temps il essaie de baiser. Bon. Mais... passe de tête bien. Mais en fait, je trouve que le fait de ne pas savoir, ça permet effectivement que ce soit pas trop mélodramatique, qu'on n'ait pas trop de passages de Miss Kirinan qui par exemple regarde redevenir stupide en gardant elle-même ses capacités, où ça aurait pu être tire-larme à fond. Et là c'est pas le cas. Pareil, la mort d'Algernon, ça se fait dans la nuit quand il est pas là, machin. Et du coup c'est factuel, ça fait réel encore plus en fait. Mais c'est ça fait pas c'est pas elle est là, elle me regarde de ses yeux suppliants pendant que la vie s'échappe lentement. Voilà, c'est pas le roman pompeux, on est sur une lecture quand même qui est simple. Voilà, mais qui pour autant fonctionne à 100% sur les émotions. Enfin moi j'ai chialé comme à la fin, mais vraiment j'en pouvais plus de pleurer quoi. Moi, je trouve que la fin elle arrive assez vite quand même. Mais je trouve que justement il y a pas les longueurs, tu vois. C'est pas qu'elle arrive vite, c'est que la fin dure pas longtemps, mais après ça se reflète à son état mental, c'est logique, mais en même temps j'aurais préféré avoir une caméra qui le filme plutôt que lui qui raconte. Mais ça me force à vivre ce qu'il vit en fait, parce que toi aussi tu chutes en fait. C'est bien fait, tu chutes et en même temps c'est pas trop long parce que si on avait eu 50 l'agonie elle m'aurait tué moi. J'arrive pas jusqu'au bout du livre déjà. J'arrive plus à faire les additions le jour d'après, les soustractions aussi. Oh non. Je sais plus écrire mon prénom. Non, ça aurait été trop dur et même je pense un peu contre-productif parce que t'aurais fini par dire oui bon abrège frère. Voilà, mais je suis contente que ça vous ait plu. Bon Bastien, je savais déjà qu'il l'aimait parce que je sais pas, ça faisait longtemps que tu m'as dit de le lire et après je l'ai gardé longtemps dans ma bibliothèque. T'as fini par le lire parce que j'arrêtais pas de te dire mais il est génial. Quand je passais pour le livre. Le lobbying intensif de Marie. Bah ouais, mais c'est mon livre préféré. Enfin un jour j'ai dû revenir, je pense que je l'ai ramené de chez mes parents, je l'avais chez mes parents. J'ai dû le ramener chez mes parents et je lui ai posé, je pense, et je lui ai dit bah tu devrais le lire, mon livre préféré et tout. Voilà. Et en fait à chaque fois que je passais devant, je lui ai dit bon c'est quand tu lis. Ça a marché, finalement il a bien aimé. Ouais, je l'ai lu en quelques jours, franchement c'était très bien. Il se lit vite. Bon mais je suis contente que ça vous ait plu, ça me fait plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette soirée. Et merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un livre dont nous reparlerons prochainement. J'espère réussir mon lobbying intensif auprès de personnes dont je ne mentionnerai pas le nom mais qui se reconnaîtront pour certains romans dont j'ai déjà les idées. On verra. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, salut.